Euh, non. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver. Alors c'est pas habituel, hein, cette fois c'est pendant l'heure de midi, mais les soirées sont très prises. Et puis on vous a prévenu un petit peu tard, mais vous êtes déjà assez nombreux pour cette webconf. Alors c'est une webconf que je vous fais à l'occasion de la sortie d'une formation. C'est une formation e-learning sur tennis et préférences motrices. Et donc ce que je vous propose, c'est de vous parler de ce lien entre ces mouvements naturels qu'on a dans notre corps, donc qu'on appelle des préférences motrices, et puis le tennis. L'objectif étant, bien évidemment, vous vous en doutez, de faire en sorte de pouvoir individualiser au mieux les consignes, les exercices, afin d'être le plus performant possible avec les joueurs. Voilà. Alors déjà, en premier lieu, dites-moi bien, vous avez un chat sur votre droite. Dites-moi si oui ou non, vous m'entendez bien, vous me voyez bien. Bonjour Cyril, est-ce que l'offre spéciale peut être prolongée jusqu'au 1er décembre? Merci Yves. Yves, bah, nous on a dit jusqu'à dimanche, c'est difficile de maintenant le prolonger alors qu'on a annoncé que c'était jusqu'à dimanche soir en fait, l'offre spéciale là, pour la formation e-learning. Anne-Laure, impossible de se connecter. Anne-Laure, alors n'hésite pas, dis-moi si c'est bon maintenant. Maxime, c'est parfait. Cyril, Clément, oui, on entend bien, donc super. Alors, on va pouvoir démarrer. Confirmez-moi, hein. Anne-Laure, si tu m'entends encore, peut-être que c'était parce que tu étais là à peine tôt. J'ai vu, oui, que tu t'étais connecté un tout petit peu avant moi. Mathieu, ça marche. Voilà, Mathieu le gorille. Salut Mathieu. Christopher, oui, tout va bien. Karine, la vidéo fonctionne parfaitement. Baptiste, extra, super. Allez, on commence. Je ne tarde pas, parce que je présume que après l'heure de midi, vous avez encore un petit peu de travail, comme nous. Alors, je vous partage l'écran avec une petite présentation. Voilà. Alors, vous avez vu, hein, je vous ai mis Roger, enfin, un petit hommage de fin de carrière. Voilà. Et je vous propose d'aborder 4 temps, en fait, dans cette présentation. Le premier temps, ce sera consacré au bon modèle. Vous savez que très souvent, avec Volodalen, on part de quel était le modèle dominant d'une époque, qui peut d'ailleurs varier. Mais le modèle dominant, on va essayer de faire émerger le modèle dominant du tennis, et on va voir que c'est un modèle qui est resté dominant dans la plupart des sports de lancer. Voilà, on essaiera de comprendre pourquoi, et puis on essaiera de comprendre de quelle manière il peut y avoir des variations vis-à-vis de ce bon modèle. À propos de variations, on verra justement des variations en termes de flexion et d'extension. Vous savez que derrière les préférences naturelles, il y a des mouvements comme ça spontanés du corps, et le degré de flexion ou d'extension du corps, c'est un des grands déterminants à travers lesquels, même si on ne connaît pas exactement les causes, on sait qu'il vient regrouper un grand nombre d'éléments. Parmi ces éléments, et bien évidemment, il y a la notion de terrien-aérien. Donc on va voir, vous allez me dire, les gens qui nous connaissent, ils vont dire, bah oui Cyril, c'est pas difficile. Les gens qui sont en flexion, c'est les terriens, puis les gens qui sont en extension, c'est les aériens. Oui, c'est vrai, sauf que, en général, si on met deux mots différents, eh bien, ça veut dire qu'il y a deux définitions un peu différentes, et on verra que la définition de terrien-aérien a plus trait, pas seulement à l'impulsion ou à la préparation plus en flexion ou plus en extension, mais elle a aussi trait à un équilibre antéro-postérieur, et on en verra à l'issue justement l'ensemble des éléments techniques, enfin un certain nombre d'éléments techniques qui vont être associés à ce système terrien-aérien. Puisqu'on est dans le tennis, on verra notamment comment le geste se prépare plus en flexion, plus en extension. On ajoutera d'autres éléments à flexion, extension, et on verra de quelle manière quelqu'un qui est tennisman terrien tend à venir interagir avec la trajectoire de manière un peu différente que ce que le fait un aérien. Puis je terminerai par une offre en e-learning. Voilà. Je termine cette présentation en me présentant. Je m'appelle Cyril, pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Mon métier, c'est chercheur en sciences du mouvement. Je suis pas un bon tennisman. En revanche, on aide des tennisman un peu partout, d'ailleurs, depuis un grand nombre d'années maintenant. Et on forme notamment un partenariat avec la Fédération de tennis qui fait que là, depuis quelques mois, on voit beaucoup de joueurs partout dans les régions de France. Et puis comme le laboratoire est en Suisse, on en voit aussi quelques-uns en Suisse. Voilà. Alors, on commence pas par le tennis, mais on va vite y arriver.
avec cette notion de modèle unique. Vous connaissez ça, vous savez qu'on a beaucoup travaillé sur la course à pied et que le modèle dominant, puisqu'il s'agit de ça, le modèle dominant des dernières années en course à pied, c'était pas Stéphanie que vous voyez sur la droite, c'était plutôt Lilou sur la gauche. À tel point qu'il y a 2 études qui ont été menées dans le monde qui proposaient à des scientifiques, des gens qui étaient un peu chercheurs et surtout beaucoup entraîneurs, donc qui s'occupaient d'athlètes qui étaient rapides sur le stade, de venir dire, écoutez, si vous voyez des coureurs comme ça, comme Lilou et comme Stéphanie, vous considérez que c'est qui le plus performant? Donc c'est dire lequel a un meilleur rendement sur sa foulée. Eh bien, dans quasiment la totalité des cas, les entraîneurs vont dire que c'est Lilou qui est efficiente. Alors que là, vous voyez, c'est dans une étude, donc on a le rendement, puisqu'on le mesure, et on a aussi le degré de performance de ces 2 athlètes, eh bien, il est absolument identique. Alors pourquoi les entraîneurs d'athlètes vont dire que c'est plutôt Lilou qui s'en sort bien, qui a la bonne foulée? Eh bien, tout simplement parce qu'ils connaissent des athlètes qui sont plutôt très performants, qui courent à 20-24 km/h, et là, ça peut avoir du sens de courir comme le fait Lilou, c'est-à-dire un peu plus en avant-pied, un peu plus en rebond. Mais dès qu'il s'agit d'aller dans la durée, eh bien, c'est pas si mal de venir dérouler le pied et d'être plus ancré. De toute façon, si on regarde Stéphanie, on voit bien qu'elle n'est pas gaulée de la même manière que Lilou. Elle a un bassin plus large, elle a des muscles plus proéminents. Visiblement, quelque chose en elle amène à se dire que ce serait pas si mal de fléchir davantage et de dérouler le pied plutôt que survoler. Voilà. Mais comme c'était le modèle dominant, depuis, elle s'est payée d'ailleurs, juste avant de préparer un marathon, elle s'est payée un coach qui sortait tout frais moulu de l'université, qui avait appris qu'il fallait courir plutôt sur avant-pied. Il n'a pas regardé Stéphanie et lui a dit, mais comme tu cours, c'est pas terrible. Certes, tu es peut-être à 15 km/h de VMA comme ça, mais tu vas voir quand tu vas passer avant-pied. Eh bien, elle a vu 3 mois d'arrêt pour blessure. Donc, le premier principe derrière les préférences, c'est que le vivant est plutôt intelligent que bête. Et donc, d'abord, il faut le regarder plutôt que regarder un seul modèle qu'on considérerait comme étant la vérité. Et là, le modèle qui a été considéré comme la vérité depuis 20-30 ans en course à pied, c'est l'avant-pied. La réalité est que la plupart des coureurs déroulent et que ça leur va bien. À propos d'autres modèles, je vous propose de regarder ce modèle-là qui est défendu par la plupart des entraîneurs d'athlètes toujours, mais là spécialistes de saut. C'est qu'on regarde comment ces 2 sauteurs, vous avez Zango à gauche, là, qui bat un record du monde en salle. Et puis à droite, vous avez Jonathan Edwards, dit le goéland, qui est en train de battre un record du monde, mais à l'extérieur. Voilà, 100% des coachs de longueur ont tendance à dire qu'il faut terminer le saut. Terminer le saut, c'est faire comme Zango. Regardez-le arriver, c'est je mets mes pieds dans le sable, je creuse un trou et à l'endroit où j'ai fait le trou, je fléchis et j'amène mes fesses dans ce trou. Ça s'appelle terminer le saut. Je vous le refais pour le meilleur triple sauteur de l'histoire. Il est là à droite. Regardez comment il arrive. Tout droit. Donc visiblement, on peut être le meilleur triple sauteur de sa discipline en ne respectant pas un modèle qui consiste à dire qu'il faut terminer le saut. Pour ceux qui connaissent ça, vous savez que le saut mythique en longueur, il est arrivé en 1968 et ça a donné 8,90 m. Si vous regardez ce saut, vous allez voir que l'athlète termine tout droit et puis qu'il fait des petits rebonds vers l'avant. Dit autrement, de nouveau, on peut avoir fait un saut mythique sans respecter le modèle qui était le modèle unique. Mon objectif après, c'est de vous dire pourquoi ces modèles ils émergent et pourquoi des fois on peut s'en passer. Non pas s'en passer de manière définitive, mais s'en passer pour un athlète donné. Alors voilà, j'ai évoqué 2 modèles, un pour la course, l'autre pour le saut. Maintenant, on peut se poser la question, parce que c'est quand même une webconf qui est dédiée au tennis, on peut se poser la question, et pour le tennis, c'est quoi le modèle dominant? Alors ce que je vous propose là, je fais un petit arrêt de partage, et ce que je vous propose, c'est dans le chat de me dire, selon vous, qu'est-ce qui est proposé comme type de modèle, c'est-à-dire comme type de manière de faire qui conviendrait pour bien jouer au tennis. C'est-à-dire quelle serait la forme du corps, je vous laisse 1 ou 2 secondes pour réfléchir, et puis vous pouvez, n'hésitez pas à me l'indiquer dans le chat. Dites-moi selon vous, quels sont les critères qui sont demandés
pour être bien positionné quand on est au tennis et puis pour envoyer la balle aussi fort que possible en étant aussi précis que euh, possible. Donc allez-y, je vous laisse encore un petit peu de réflexion. Si vous arrivez à me dire, à me proposer là dans le chat, hein, vous avez le chat à droite, n'hésitez pas, vous me dites selon vous, qu'est-ce qui est en priorité demandé comme forme de corps, hein, j'insiste là-dessus, à un joueur de tennis pour être performant, et ça depuis plusieurs décennies. Euh, alors, Marie dit revers à deux mains préféré plutôt qu'à une main. Alors, Marie, c'est vrai, actuellement. Bien sûr, là, c'est pas pour tous les coachs. Hein. Il y a des coachs qui font les essais-erreurs. D'ailleurs, beaucoup de coachs font essais-erreurs pour voir ce qui fonctionne bien. Et en fait, Marie, il y a quelques années, ici, on travaille aussi beaucoup avec François Franière, qui était l'entraîneur national, et puis qui est un entraîneur de Suisse, et puis qui est un entraîneur qui a amené plus d'une dizaine d'athlètes dans le top 30 mondial. Et lui, au moment où il était joueur, c'était un bon joueur, mais il avait un mauvais revers. Et à l'époque, en fait, son revers, c'était un revers de main. Et à l'époque, en tout cas à l'endroit où il était, le modèle dominant, c'était de faire un revers une main. Donc il s'est habitué à faire un revers une main, ce qui fait qu'en fait, il n'a jamais eu de revers. Voilà, donc comme quoi les modèles peuvent changer, Marie. Alors pour Baptiste, on demande une fixation des appuis au sol pour transférer la force et puis puissance vers le haut du corps. Voilà. Aziz dit plutôt en flexion, Boris à la fois ancré pour du fond de cours et puis léger pour la volée. Donc on voit deux fois à travers Aziz et puis Boris que c'est une notion d'ancrage en fait qui est dominée. David, ancrage. Nanan. Alors Maxime lui dit que c'est plutôt de l'aérien qui est demandé, de l'extension. Ça, je l'ai peu entendu, en tout cas dans le tennis, Maxime, mais éventuellement on pourrait en parler. Voilà, Ignès, flexion de genou, deux modèles différents pour Karine. Voilà, alors Karine, elle commence déjà à rentrer en disant qu'il y a des modèles qui sont plus hauts et puis des modèles qui sont plus bas, et puis comme il y a des très bons qui sont plus hauts, visiblement il ne faut pas en choisir un. C'est vrai Karine, mais tu prends de l'avance en fait sur la suite. Alors Cyril lui nous dit que la terminologie est plutôt orientée sur un modèle terrien, avec la notion d'ancrage, et puis une importance donnée à la dissociation. Alors voilà. Donc effectivement, en tennis, comme je vais repartager mon écran, en tennis, comme, et ça j'insiste, c'est pas que le tennis, c'est dans la quasi-totalité des sports dans lesquels il faut envoyer une balle, que ce soit de manière directe, parce que j'ai un lancer, ou envoyer un objet, ou que ce soit à travers une raquette, par exemple. Eh bien, la quasi-totalité de ces sports ont proposé plutôt de descendre sur les appuis, on peut l'entendre parce que en descendant sur les appuis, ça va me permettre de m'ancrer. Donc derrière l'ancrage, je peux m'attendre à être stable, c'est-à-dire si je suis dans un train et que ça bouge de partout, je vais plutôt écarter les appuis puis descendre mon centre de masse. Donc première raison à cet ancrage. En plus, une fois que je suis ancré, donc j'ai plié les jambes, je vais pouvoir les déplier, donc mettre de la puissance dans la raquette, donc dans la balle, à partir de mes jambes. Donc on comprend le sens de cette proposition. Et enfin, ce que disait Cyril, la deuxième proposition, ça va être de dissocier. Alors c'est quoi dissocier? Dissocier, c'est essayer d'amener les épaules, si on prend la ligne d'épaule, et d'essayer d'amener le plus loin en arrière. On retrouve ça au lancer du poids, on trouve ça au lancer du javelot. Alors pourquoi amener la ligne d'épaule le plus loin en arrière? Pour amener la raquette le plus loin possible de ce que va être l'endroit où il va y avoir l'impact. Et en l'amenant le plus loin possible, c'est ce qu'on appelle ça en biomécanique un chemin de lancement, je vais pouvoir augmenter la distance de mon chemin de lancement, et puis en l'augmentant, ça veut dire que ça me laisse plus de temps pour pouvoir accélérer. Et donc, au moment de l'impact, ma raquette, parce que je me suis laissé plus de temps, un peu comme s'il y avait une bagnole qui, dans un coup, avait 200 mètres pour accélérer, et de l'autre fois 100 mètres pour accélérer, si elle a 200 mètres, on peut penser qu'elle va passer sur la ligne plus rapide si elle a le même moteur que si elle a 100 mètres. Et donc, la plupart des sports de lancer ont proposé un modèle d'ancrage et de dissociation lié à la stabilité et surtout à la puissance qui peut être générée à partir du bas du corps et à partir de la ligne d'épaule qui a été amenée loin. Parmi les sports de lancer, il y en a un qui s'appelle le golf. Il y a d'énormes ressemblances entre ce qui est dit au golf
sur un swing et ce qui est dit par exemple sur un coup droit dans le tennis, ben voilà, le modèle dominant des 40 dernières années, c'était le modèle qui s'appelle le modèle Leadbetter. Leadbetter, il a entraîné un des plus grands golfeurs qui s'appelait Nick Faldo, puis ça correspondait bien parce que Faldo, il était à la fois ancré naturellement, donc en fait il avait la motricité qui correspondait au modèle, puis à la fois dissocié avec les épaules. Sauf que quand on regarde quand même parmi les top athlètes, ben on voit par exemple, vous avez McIlroy, il est plutôt droit sur ses appuis. Vous avez Tiger Woods carrément tout droit. Donc visiblement, là on est en train de juste de parler des deux meilleurs joueurs sur les 20 dernières années quand même. Donc visiblement, il y a des gens qui sont pas mauvais dans leur discipline, ouais, pas des branlequins, et puis qui respectent pas du tout le système d'ancrage. Donc un modèle et en même temps une réalité qui respecte pas le modèle. Le truc est tellement fort que vous avez des gens, par exemple, là c'est un institut de biomécanique qui est aux États-Unis, qui a raconté jusqu'à 2016, alors que McIlroy est arrivé en 2008, jusqu'en 2016, hein, vous voyez le texte, il est juste en dessous, que McIlroy avait un swing 2 à 5 fois plus instable que tous les autres champions de golf. Un peu comme s'il essayait de balancer son driver du pont d'un navire cabré dans la tempête. Et le spécialiste, il termine en disant que c'était le pire swing de l'histoire du golf. Voilà. Un gars qui a jamais envoyé une balle à la moitié, sans doute, de ce que McIlroy fait et continue de faire, puisqu'il a gagné il y a moins de 2 mois, là, va expliquer à McIlroy comment il faut jouer. Ça, c'est quand on croit avec sa tête qu'on est plus intelligent que les gens qui, au quotidien, produisent la performance. Comme si le modèle dominait la réalité. La réalité, c'est que vous pouvez être Jason Day, être fléchi, et ne pas mettre de mouvement vertical. Et vous avez le droit d'être McIlroy, et puis de baisser puis de monter la tête, un peu comme si vous swingiez en même temps que vous fassiez un rebond, et puis être un joueur extraordinaire. Donc, réalité ou modèle. Voilà. Si on revient sur les modèles du tennis, ben voilà, il y en a un qui visiblement dissocie pas beaucoup, et puis qui est plutôt haut sur les appuis. Et il s'appelle Federer. Et il n'y en a pas qu'un, hein, parce qu'il y en a même plusieurs. Alors certes, si on compare avec l'athlé, on va dire que le tennis, c'est un sport dans lequel on est ancré. On est tous d'accord. Tous les sports dans lesquels il y a une inversion, c'est-à-dire où il faut aller dans un sens, puis après aller dans l'autre sens, il va falloir baisser plus le centre de masse que si vous allez droit devant. Il y a toujours une réalité qui est spécifique à l'activité. Il y a l'essence même de l'activité. Maintenant, sur une même situation, vous allez voir des Federer qui sont plus hauts et puis vous allez voir des Schwartzmann qui sont beaucoup plus bas. À propos de la dissociation, ah tiens, juste à côté, là, j'ai Caillès qui fait sa thèse sur le tennis et puis les préférences avec Caroline à l'université de Rennes, puis dans l'équipe Volodalen. Et je lui demandais l'autre fois sur la 3D, hein, Kaya, je te regarde, hein, sur la 3D, à propos de la dissociation. Hein, on dit qu'il faut être dissocié. Pour vous dire les différences des fois entre la réalité et puis le modèle. Kayes, tu me disais qu'en moyenne, sur une préparation de coup droit, la dissociation d'épaule, c'est combien? C'était 500, 45, 60. Il me semble que tu m'avais dit par rapport au bassin qu'on était entre 25 et puis 30 degrés. Ça veut dire que si je leur fais ça, bassin, épaule vis-à-vis du bassin, ça veut dire que je vous arrête le partage. Ça veut dire si je vous le fais, vous voyez, je suis assis là. Je vais vous faire les 25 à 30 degrés. Je bouge mes épaules. La moyenne de la dissociation d'épaule vis-à-vis du bassin, elle serait celle-là. Vous voyez, ici, par exemple, si je prends mon cas, je suis quasiment capable d'aller à 90 degrés, 90, disent les Suisses. Eh bien, quand on regarde, vous pouvez y aller, hein, il y en a plein de slow motion maintenant sur Internet. Si on regarde un joueur de tennis, ben on va se rendre compte qu'il dissocie extrêmement peu. Alors, il y a plein de raisons. Hein. Ça peut être peut-être qu'il n'est pas capable de dissocier. 50% de la population n'arrive pas en faire plus de 20 à 30 degrés de dissociation d'épaule vis-à-vis du bassin. Donc, je veux dire, à moins de casser l'athlète en deux, ben, vous n'allez pas pouvoir aller chercher cette dissociation d'épaule. Il y a d'autres raisons, notamment le fait qu'on soit en contrainte temporelle. Je veux dire, ça prend un peu de temps quand même de faire ça. Donc, si la balle vous arrive dessus, vous allez la renvoyer quasi de face, si vous ne pouvez pas faire autrement, parce que vous êtes en contrainte temporelle. Toujours est-il que si on regarde les faits, il y a un décalage qui est magistral. C'est un des sports extrêmement peu dissociés, le tennis, si on calcule ou si on regarde vraiment le réel. Et pour autant, depuis 40 ans, on dit qu'il faut dissocier.
Alors à ce moment-là, j'ai encore une question. Préparez-vous à écrire. Dites-moi pourquoi. Comment c'est possible que il suffit de regarder pour voir que les athlètes sont peu dissociés, et comment c'est possible que ça fasse partie du système dominant que de dire qu'il faut le faire. Donc comment il est possible que des techniciens qui sont tous des gens qui ont envie d'apprendre, et c'est comme nous, hein, eh ben, disent autre chose que ce que tout le monde peut voir maintenant sur les réseaux. Donc je vous laisse un petit peu y réfléchir. Comment il peut y avoir un décalage entre une représentation du mouvement qui serait bon de faire et puis la réalité. La réalité moyenne, parce que je dis, il y a la dissociation, mais elle n'est pas extraordinaire dans le tennis. Et puis la réalité qui, des fois, comme celle de Federer et compagnie, serait encore moins dissociée que cette moyenne. Comment c'est possible? Si on veut bien qu'on se mente, c'est pas volontaire, qu'on se mente à nous-mêmes. Mais vous voyez, hein, c'est le cas. Je vous l'ai donné, c'est pas que pour le tennis, et j'insiste sur le fait que c'est pas volontaire. C'est le cas pour le tennis, mais c'est le cas dans à peu près tous les modèles, hein. Le modèle course à pied, il faut être avant-pied, c'est juste 90% de la population qui n'est pas avant-pied. Si vous prenez les meilleurs coureurs, il n'y en a que 1 sur 2 qui est avant-pied. Donc comment c'est possible qu'on dise qu'il faut être absolument avant-pied, alors que le réel nous montre l'inverse? Alors Boris, très technique, déjà Boris dit pour bénéficier d'un effet élastique. Certes, on peut toujours amener des explications, mais ma question est, on regarde les meilleurs, on regarde la moyenne, et on voit tout à fait autre chose que la proposition de modèle. Pourquoi? Alors Sébastien dit, en croyant qu'on augmente l'amplitude, on croit qu'on augmente la puissance. Oui, oui, mais alors pourquoi on ne voit pas qu'il n'y a pas de lien? Évolution du matériel qui fait qu'on joue plus vite pour Karine, oui, peut-être, mais peu importe, parce que certains qui jouent très très vite ne dissocient jamais, tu leur laisses du temps, ils dissocient pas non plus. Donc c'est pas seulement ce point-là. Maxime, les entraîneurs pensent qu'il faut amener le plus grand bras de levier pour être efficace, celui qui tire le plus loin renvoie le plus vite de balle. Voilà. On voit en fait que vous tournez autour de ce qui correspond à la bonne explication. L'explication, elle est simple. C'est quand vous êtes un technicien, vous êtes quelqu'un du savoir. Quelqu'un du savoir, c'est quelqu'un qui, quand il va donner une consigne, doit être capable d'expliquer pourquoi il donne cette consigne. Il doit avoir une explication. Jusque-là, l'explication, on allait la chercher dans le domaine de la physique. On comprend bien qu'en augmentant un chemin de lancement, on va pouvoir améliorer, augmenter la vitesse. Si j'ai plus de temps pour accélérer, je peux aller plus vite. Donc voilà, les lois de la physique vont aller dans mon sens. En revanche, tant qu'on ne comprend pas qu'il y a un cerveau qui est rentré dans l'affaire, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui sont spécifiques à la biologie, dont par exemple le fait de pouvoir trouver ma proprioception, donc la coordination de mon corps en gardant le lien entre mon épaule et puis ma hanche, donc en restant associé, eh bien, je ne peux pas comprendre, puisque je n'ai pas ces éléments d'explication, je ne peux pas dire quelque chose que je ne pourrais pas expliquer. Et pour l'expliquer, j'insiste, il faut faire appel à de nouvelles lois, qui sont des lois qui commencent à arriver, dont par exemple la loi de coordination, qui font qu'on a une proprioception. Les gens qui sont associés, leur proprioception, c'est de garder l'alignement entre ligne d'épaule et ligne de bassin. Et comme ils sont coordonnés, eh bien, ils vont pouvoir déployer toute leur force, toute leur puissance dans cette forme de corps. Ils ne pourraient pas le faire dans une autre situation parce que là, le cerveau s'y retrouverait pas. C'est un peu comme s'il avait une image du corps en mouvement et celle-là, il la connaît pas. Et donc, il n'arrive pas à activer les programmes moteurs qui vont en face. Donc, si on a dit faux jusque-là, c'est tout simplement parce que les techniciens, ils ne peuvent pas s'abstraire des causes, donc des explications, et donc arrivent simplement, c'est en train d'arriver, des explications qui sont de l'ordre de la biologie et qui vont parfois à l'inverse des explications de base de la physique, et sans ça, c'était quasi impossible de soutenir l'inverse, quand bien même on verrait que ça se fait, quand bien même on verrait que Federer n'est pas dissocié. Sinon, il faudrait être un coach pur terrain qui dise, écoute, je ne sais pas pourquoi, mais je me rends compte qu'avec toi, si on garde le lien entre épaule et hanche du même côté, donc si on te laisse associer, ou alors si on te propose d'être plus fléchi, ou alors si on te propose d'être plus haut et puis plus bondissant comme Federer, eh bien ça fonctionne mieux. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois que ça fonctionne mieux. Voilà quelle serait la manière de faire en attendant
qu'on comprenne quelles en sont les causes. Mais c'est pas si facile. Alors, il y a un gars qui est plus radical que moi, là. Il s'appelle Nick Shatter, c'est un chercheur anglais en sciences du comportement, et lui dit, écoutez, c'est simple, on ne regarde pas le réel. On se ment, on a juste besoin de se raconter des histoires pour avoir quelque chose qui est cohérent. Il a développé une théorie de l'esprit qui s'appelle la théorie de l'esprit plat. Alors, voilà, notre décalage entre modèle et réel permet justement de venir amener de l'eau à son moulin. Alors lui, il a amené plein d'études pour pouvoir montrer combien des fois le décalage entre le réel et ce que l'on raconte est très important. Là, je vous en donne une parmi d'autres. Si ça vous intéresse, allez lire, vous verrez, c'est assez passionnant. Là, il a pris 120 volontaires et puis il a demandé de prendre des photos. Il a présenté des photos, mais beaucoup de photos de personnes, en demandant s'il trouvait que la personne était belle ou n'était pas belle. Donc parfois, il y avait des personnes qui étaient blondes, parfois des brunes, parfois des rousses. Non. Puis à un moment donné, imaginons la personne, c'est-à-dire le sujet de l'étude qui répond, et il dit, sur la plupart des brunes, ben moi, je les trouve belles. Alors hop, il termine, mais il ne se souvient pas de ce qu'il a dit sur telle personne qui était brune. À la fin d'avoir passé toutes ces personnes en revue, il y a le chercheur, il revient vers son sujet et puis il lui ment. Il lui dit, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui justifierait le fait que vous n'aimiez pas les brunes, alors que le sujet a dit qu'il les aimait. Donc il y a un mensonge, mais il ne se souvient plus face à toutes les personnes qu'il a vues. Eh bien, 74% des personnes qui ont dit qui aimaient les brunes et à qui on raconte qu'ils viennent de dire qu'ils les aimaient pas, justifient le fait qu'ils ont jamais aimé les brunes. C'est-à-dire, 30 minutes avant, ils disaient qu'ils les aimaient, on leur a menti, et ils viennent justifier quelque chose, un choix qu'ils n'ont pas fait. Voilà. Dit autrement, ils doivent juste maintenir leur cohérence et ils sont prêts à ne plus du tout assumer la réalité qu'ils racontaient 30 minutes avant. Pire encore, quand le chercheur dit « mais attendez, c'est juste, je vous ai menti, vous venez de me dire que vous aimiez les brunes, pourquoi vous justifiez que vous les aimez pas ?» Et la personne dit « bah non, moi j'ai jamais aimé les brunes, j'ai jamais pu dire ça ». Et là, les scientifiques, ils ont pris une vidéo en fait de l'étude. Et donc, ils leur montrent qu'il venait de dire 30 minutes avant qu'il aimait les brunes. Et bien, vous savez, dans 74% des cas, de nouveau, des gens qui sont pris en flagrant délit de mensonge, ils expliquent que la vidéo qu'on leur présente est truquée. Vous savez, la fameuse théorie de c'est bon, on se fout de moi, quoi. Eh bien voilà, on préfère mentir au réel plutôt que pas savoir l'expliquer, donc développer quelque chose qui, par rapport à nous-mêmes, serait incohérent. Ça va ? Le mensonge plutôt que l'incohérence ou la non-explication. Et je répète, c'est humain, c'est pas une critique, c'est juste humain. On pourrait juste le remplacer par le fait de ne jugeons pas au préalable, ou alors mettons plusieurs modèles et regardons ce qui se passe, que je vais vous proposer juste après. Alors, si on sort de ce modèle dominant en se rendant compte combien, des fois, on ne regarde pas le réel, mais on regarde l'idée qu'on a du réel, on peut rentrer dans quelque chose dans lequel on va se rendre compte que tous les modèles ne sont pas les mêmes. Par exemple, je vous propose de venir prendre une jambe et puis de croiser une jambe, par exemple votre jambe droite, ou n'importe laquelle d'ailleurs. Croiser une jambe au-dessus de l'autre. Conjointement, voilà, si vous voulez, vous pouvez même croiser un bras au-dessus de l'autre. Puis vous me dites quelle est la jambe que vous avez mis au-dessus, et puis quel est le bras que vous avez mis au-dessus. Par exemple, pour moi, quand je suis assis, je mets plutôt ma jambe droite au-dessus de ma jambe gauche, et puis si je croise les bras, je vais mettre plutôt le bras gauche au-dessus du bras droit. Allez-y, puis dites-moi lequel vous préférez mettre au-dessus de l'autre. Et vous allez vous rendre compte que, n'hésitez pas à venir me l'annoncer dans le chat, dites-moi, vous êtes plutôt jambe droite, plutôt jambe gauche au-dessus, plutôt bras droit, plutôt bras gauche au-dessus. Donc vous pouvez m'annoncer en mettant jambe, et puis vous mettez droite ou gauche, puis bras, et puis vous mettez droite ou gauche. Donc voilà, Maxime, jambe droite, bras gauche. Maxime, on a dans le même élément que t'es comme moi là, c'est droit en bas et puis gauche au-dessus. Pierre, jambe gauche, bras gauche. Ah, donc on a Pierre qui est gauche-gauche. On a Louis-David qui est droit-droit.
Boris, il est droit pour le bras et puis gauche pour la jambe. Vous voyez, je viens de donner 7 personnes, j'ai déjà 4 modèles. Et habituellement, même si les jambes seront un peu plus adaptables que les bras, habituellement, tant qu'il n'y a pas de souci, voilà, Karine est droit et gauche avec le bras, Charline, jambe droite et puis bras gauche, voilà. On va voir émerger ces 4 modèles. Et vous verrez même que les 4 modèles ne sont pas équivalents. C'est pas du 25-25-25 dans la population. Donc vous voyez, sur un mouvement qui est déjà très simple, on n'a déjà pas un seul modèle qui arrive, mais on a à chaque fois qu'il y a 2 options, les 2 sont réalisés dans la population. Il y a une option pour mettre la jambe droite, certains vont mettre la jambe droite. Il y a une option pour mettre la jambe gauche, certains vont mettre la gauche. Le bras, pareil. On pourrait le faire avec les mains, pareil. Certains vont mettre la main avec le pouce gauche au-dessus, d'autres avec le pouce droit. Donc le vivant est ainsi fait qu'il a une tendance à être polarisé. Tant que 2 options sont possibles, certaines personnes vont venir prendre une option, d'autres vont prendre l'autre option, puis certains vont avoir une tendance, parce que c'est souvent des curseurs, à être un petit peu au milieu, un petit peu des fois à droite, un petit peu des fois à gauche. Pas toujours, mais voyez combien il y a un éventail des possibles et il n'y a pas un modèle possible quand on s'adresse au vivant. Ça, c'est donc une préférence. Et vous voyez qu'il y en a déjà, on vient d'en prendre 3. Comment je croise les mains, comment je croise les bras, comment je croise les jambes. Alors maintenant, on va essayer de voir ces notions de préférence, pas seulement pour croiser les bras quand on est assis sur une chaise, mais quand on est en train de jouer au tennis. Donc ce que je vous propose, c'est regarder cette vidéo. Alors là, je vous ai pris 2 caricatures. Et puis, on se pose la question de se dire, est-ce que ce joueur, il est plutôt en extension? Alors, je vais mettre d'autres mots après, avec. Donc, une extension, c'est on regarde au niveau de la hanche s'il y a un angle par rapport au tronc qui a tendance à se fermer en préparation de coup, ou s'il a tendance à être ouvert. Donc, est-ce que le joueur vous donne le sentiment qu'il est grand et assez droit sur ses appuis, ou qu'il est plutôt bien ancré dans le sol? Donc, premier paramètre, la hanche, et j'insiste, pas au moment où ça tape, mais au moment où il prépare le coup. Ça va? Alors bien évidemment, hein, souvent on me dit ça, mais si la balle elle est basse, il est bien obligé de baisser son centre de masse, oui. Et si la balle est haute, il a plutôt une tendance à aussi monter son centre de masse. C'est vrai. Mais pour autant, plus ou moins, parce que la balle elle est plus ou moins haute, plus ou moins basse selon le moment où vous venez interagir avec la trajectoire. Mais il est très clair que dans le tennis, il vaut mieux monter son centre de masse quand la balle est haute, le baisser quand elle est basse, l'amener à droite quand la balle va à droite, puis l'amener à gauche quand la balle va à gauche. C'est juste enfoncer les portes ouvertes que de dire ça. Mais quand on parle des préférences, on parle du fait que ce soit plus ou moins prononcé pour un joueur donné. Donc là, Federer, on voit cette hanche bien en extension. Il a une tendance à être grand, donc on dit un joueur en extension. Maintenant, c'est pas tout. Regardez son pied. Il a tendance à utiliser son pied de quelle manière? Est-ce que c'est plutôt très marqué en talon? Est-ce que c'est plutôt sur l'avant-pied? Est-ce que c'est plutôt l'intérieur du pied? Ou est-ce que c'est plutôt dans le centre où on parle un peu plus de supination? Regardez sa reprise d'appui là. Comment ça joue? Voilà, regardez là, c'est super net. On voit que les joueurs qui sont en extension, ils ont tendance à utiliser leurs pieds pour faire un rebond. En fait, vous n'avez pas tellement le choix. Plus sur l'avant. Donc on parle de the ball of the foot, donc c'est l'avant-pied. Et plus sur l'extérieur. Alors attention, on ne donne pas de consigne au tennis d'aller mettre un appui sur l'extérieur, parce que là, il y a trop de risques de se faire une sphère F et puis de se péter la cheville. Mais comparativement à celui qui va être en flexion, il y a une tendance à avoir un appui qui est légèrement plus sur l'extérieur du pied. Vous pouvez essayer, hein, vous mettre debout et essayer de rebondir sur place, vous allez voir que si vous essayez de rebondir en appuyant très fort avec votre hallux, le gros orteil, ça ne le fait pas bien. Vous avez besoin d'aller un peu plus sur l'extérieur du pied pour le faire. Donc on va parler dans la suite de joueurs comme Federer qui sont en extension et supination, donc plus sur l'extérieur. Je répète, sans exagérer, on est au tennis. Donc si on met une force extérieure qui nous amène vers la droite et puis qu'on se dit je vais poser mon pied complètement à l'extérieur sur la droite, je répète, il y a un risque. Je compare par rapport au système de flexion. Système de flexion, regardez-le, c'est par exemple Schwartzmann. Déjà, vous voyez l'image là, c'est assez net. Hein, il est en préparation, j'insiste sur ça. Hein. Ce n'est pas au moment de la frappe
que le modèle de flexion ou d'extension est essentiel, c'est au moment de la préparation. Pourquoi? Parce que c'est la manière dont on produit de la force dans le monde. Et la manière dont on produit de la force dans le monde dépend beaucoup du fait qu'on soit plus terrien ou plus aérien, donc plus en flexion ou plus en extension. Regardez Schwarzman et vous allez voir que quand il se prépare, son pied vient beaucoup plus chercher un système de déroulé. Je commence en talon, ce qui me permet d'aller chercher l'avant-pied, et ma hanche est beaucoup plus fléchie. Si je vous demandais comment sont aussi le stance, donc la largeur des appuis, vous allez voir qu'il y a une tendance chez les gens plus larges à présenter aussi des appuis plus larges. C'est d'ailleurs une bonne manière de baisser son centre de masse. Regardez là, on le voit très fort. Et donc là, on va parler de principe de flexion-pronation dans le cas du coup droit. Donc plus intérieur de pied. Et vous voyez bien que pour appuyer plus sur l'intérieur de pied, vous n'avez pas le choix. Il faut ouvrir plus les appuis. Vous n'avez pas le choix. Si vous mettez vos appuis juste sous le centre de masse, ça va être très compliqué de mettre un appui fort dans la pronation, donc sur l'intérieur de pied. Donc ça, c'est un modèle en flexion. Donc ce que l'on voit sur le coup droit, on va pouvoir le voir aussi en revers. Donc voilà, regardez le revers habituel de Federer. Voilà, on fait son revers, on voit qu'il est très haut placé. Voilà, on le voit aussi d'une manière ou d'une autre. Là, regardez ça. Et boum. Ok. Voilà. Et là, alors comme en plus c'est un revers une main, j'y reviens juste après, la notion de supination, on voit bien là cette fois que le revers est complètement terminé dans de l'extension et, on vient de le voir, dans de la supination. Alors, petite remarque liée à ça, un revers une main, de par la forme même du corps, va amener le haut du corps plus en extension, donc nécessairement va amener le bas du corps plus en extension. Avec un revers de main, vous avez les bras qui, pour une simple notion de longueur, vont présenter plus de flexion, et donc il y aura une tendance sur les appuis à être plus en flexion. Est-ce que ça veut dire que les aériens ne font que de revers une main et puis les terriens que des revers deux mains? La réponse est clairement non. Vous avez même des gens comme Tim qui ont commencé en revers deux mains, qui après sont passés en revers une main alors qu'ils sont bien terriens. Comme d'habitude, c'est des lois de probabilité. Il y a un peu plus de probabilité de retrouver un revers une main chez un aérien, chez quelqu'un qui est marqué en extension, que chez un terrien, mais rien n'est sûr à 100%. C'est toujours des probabilités qui vous permettent de vous faire un avis. Regardez maintenant le revers de Raonic. Et c'est toujours, j'insiste là-dessus, la préparation, on voit qu'il est bien dans la flexion. Là, au moment où il tape, il est très en l'air, donc c'est pas au moment où il tape que ça nous intéresse le plus, c'est bien au moment où il produit de la force, et là on le voit très en flexion, il tape, il pousse, et il se projette dans la balle. Voilà. Alors, cette notion d'être en l'air quand on va taper la balle, ce n'est pas une caractéristique du terrien ou de l'aérien, j'insiste là-dessus, c'est comment vous produisez de la force dans le sol. Par exemple, les gens sur les revers notamment, les joueurs, quand vous regardez sur le circuit qui sont plus petits, ils ont tendance à beaucoup plus taper la balle en étant en l'air, tout simplement pour avoir des angles plus élevés par rapport au filet. Donc il y a bien des paramètres qui sont bien autres que la motricité qui vont l'expliquer. En revanche, la manière dont vous produisez de la puissance, cela dépend beaucoup de votre flexion-pronation ou de votre extension-supination. Une petite remarque pour Nadal. Alors, hop, je vais juste remettre ça. Voilà. Une petite remarque pour Nadal. Nadal, c'est comme Wawrinka. Si on vous dit quel type de joueur c'est, vous verrez que la plupart des gens vont vous dire c'est un joueur qui est en extension, en flexion, pardon. C'est un joueur d'ancrage. En plus, le tennis espagnol, on fait beaucoup de travail dans l'ancrage, ce qui est vrai. Pourquoi on va dire ça? Parce qu'en général, on fait un lien direct entre la quantité de masse musculaire et le fait de se dire que la personne descend très très bas. Voilà. Alors, c'est pas faux en fait, cette relation, mais comme d'habitude, regardez de nouveau le réel et vous allez voir que Nadal, notamment regardez ses pieds, eh bien Nadal est pas si ancré que ce que tout le monde raconte. Donc je ne vais pas me situer sur le terrien aérien, pour nous c'est même un aérien qui est plutôt milieu de curseur, donc pas très prononcé ni d'un côté ni de l'autre, qui a beaucoup travaillé, qui travaille beaucoup d'ailleurs aussi dans le système terrien. Mais vous voyez sur ces images, Nadal, il n'a pas des pieds d'ancrage, il n'est pas ancré au point où on considère qu'il l'est. Si je passe sur les femmes,
et que je prends par exemple les 20 ou 30 meilleurs, ben là, vous avez ces deux grands modèles, un modèle qu'on trouve chez Swiatek, par exemple chez Pegula, où on voit des joueuses qui sont plus compactes, avec des masses musculaires qui sont plus larges, et qu'on voit très marquées dans l'ancrage. Alors que vous avez d'autres types de joueuses, alors dont beaucoup, pas toutes, attention de nouveau, mais beaucoup des joueuses d'Europe de l'Est, qui ont une tendance à avoir un corps plus longiligne et qui ont aussi une tendance à être beaucoup plus sautillantes, beaucoup plus en extension dans leur jeu. Voilà. Donc de nouveau, on peut voir des correspondances entre certaines formes anatomiques, certains mouvements et puis certaines manières de déployer sa technique dans le tennis. Je n'ai pas dit que c'était une relation systématique, rien n'est systématique dans les motricités, j'ai dit que c'était une relation habituelle de probabilité. Il est plus fréquent de voir des gens plus fins, plus longilignes, plus sautillants, donc dans un tennis plus en extension, dans une motricité plus aérienne, et il est plus habituel de voir des gens qui ont un système d'ancrage, une masse musculaire plus prononcée, et bien qui ont un tennis plus en flexion et une motricité qui est une motricité plus terrienne, non systématique, mais plus probable. Voilà, tout ce que je viens de dire sur la flexion-extension, voilà, ça, il y a des gens qui postent ça sur les réseaux. Là, c'est le service des 11 meilleures joueuses WTA. Et vous allez voir que, comme dans tous les mouvements, eh bien, il y a un différentiel qui vous amène quasiment à regarder Pliskova, par exemple. C'est un tennis, en tout cas un service qui est vraiment tout en pied, descend très très peu dans les jambes, alors que vous avez d'autres joueuses, Pegula, mais Krejcikova, par exemple, qui elles, on sent qu'elles vont beaucoup plus chercher de la puissance dans leurs jambes. Voilà, de nouveau, c'est des bonnes joueuses. Là, pour un grand nombre des bonnes serveuses, visiblement, on doit pouvoir servir en étant plus haut. On doit servir en étant plus bas dans ses jambes. Voilà. Ce que je viens de vous dire sur la flexion-extension dans le tennis, comme on est actuellement plutôt dans le foot, ben on va le retrouver dans le foot. Un gars comme Zidane, si vous regardez sa flexion de hanche, vous allez voir qu'il est souvent, même presque toujours dans son jeu, super bas et ses appuis. Et vous voyez, hein, il donne pourtant une notion de légèreté liée à sa technique, hein, de facilité, mais si vous regardez ses appuis, la flexion de hanche, elle est toujours très très marquée chez lui. Alors qu'il y a des joueurs qui sont pas mauvais, il y en a un là qui vient de battre justement leur corps de buts marqués lors de la Coupe du Monde, qui est quand même pas mauvais, qui s'appelle Cristiano Ronaldo. Et lui, Ronaldo, quand vous le regardez, vous allez de nouveau voir qu'il est toujours tout debout. Il vous paraît grand, il vous paraît plutôt léger, et de nouveau, c'est un formidable joueur. Donc, en foot comme en tennis, on peut être un formidable joueur en étant droit et en extension, et en étant en ancrage, donc en flexion et pronation. Caractéristique d'un joueur plus en flexion, il est plus en cuisse. Il a un corps qui va rejoindre plus ce que l'on appelle une sphère, une bulle. Il a une flexion de hanche plus prononcée, un appui du pied interne plus prononcé. Il va davantage pousser vers l'avant, alors que celui qui est en extension, qu'est-ce qu'il va faire, lui? Il va jouer plus en pied, il va être plus en rebond, un corps plus vers une forme géométrique de ligne, moins de flexion de hanche, pied qui est sur un appui plus à plat et plus avant, il rebondit davantage, lui, dans la balle. C'est-à-dire il déploie des forces plus verticales comparativement à celui qui déploie des forces plus horizontales, qui sont les forces associées au système de flexion. Ce qui veut dire, et là j'en termine avec ma deuxième étape, pour arriver à la troisième, ce qui veut dire que pour un coach, la première réalité, c'est de se dire, allez, j'arrête avec ces histoires, on peut être bon en étant plus bas sur les appuis et on peut être bon en étant plus haut sur les appuis. Première remarque. Suite à cette première remarque, il y a la deuxième, c'est la grande question à se poser. Je considère, compte tenu de ma lecture de mon joueur et de son besoin de devenir dans son sport, qu'il a plutôt besoin d'exercices qui vont l'amener vers la flexion ou d'exercices qui vont l'amener vers l'extension. Nous, on ne dit jamais dans les préférences par Volodalen que parce que vous êtes un joueur en flexion, tout doit être fait dans la flexion. Pour nous, tout part de l'axe coach et joueur. C'est le technico-tactique qui ruisselle vers chaque profession. Donc c'est au technico-tactique de se situer pour dire
j'ai le sentiment que ce joueur, maintenant, qui est très marqué dans la flexion, il faut qu'il sorte de sa bulle pour pouvoir, par exemple, saisir des balles qui sont des opportunités et qu'à ce moment-là, il faut qu'il s'étende pour venir faire une vraie attaque et puis monter au filet. Voilà, ça, c'est de l'ordre du coach et du joueur de déterminer ça. Après, celui qui connaît bien les préférences, il va pouvoir aider le coach en disant, alors pour lui, on constate que quand on fait des exercices, c'est difficile aujourd'hui, donc il y a peut-être toute une gamme d'exercices à venir réaliser pour pouvoir respecter cette attention, cette volonté technico-tactique. Ou alors de pouvoir dire, coach, est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'on peut encore gagner de la puissance en restant à partir de l'arrière? Voilà. Donc il y a plusieurs chaque fois options, mais ça suppose une discussion. C'est pas celui qui n'est pas le coach et puis qui est préparateur physique par exemple qui doit expliquer au coach, à son joueur, comment il faut qu'il se comporte sur le terrain, tout ça parce qu'il a fait une formation sur les préférences motrices. Là, on inverserait l'ordre des réalités. Tout doit toujours partir du terrain. Et le spécialiste des préférences, il informe le coach, il lui dit, pour lui c'est plus difficile, il me faut du temps, là ça va être très compliqué, là je pense que ça va être possible avec le temps qu'on a à disposition pour faire ce travail. Vous voyez que c'est bien une discussion. Ça va? Vous me suivez toujours? Il me reste une étape. Voilà. Baptiste, j'ai bien vu ta question, hein, c'est une question qu'on a très souvent entre comment faire la différence entre ce qui est plus inné et puis ce qui a été appris dans le modèle. Ce que je te propose, Baptiste, c'est que je vais y répondre, mais après que j'ai fini ma présentation. OK? Ça va? Vous me suivez toujours? Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux. Alors je continue à vous raconter mes histoires. Alors je passe à la troisième étape de mes histoires, et la troisième étape, c'est plus seulement de la flexion et de l'extension, mais maintenant on va passer au schéma terrien-aérien. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est un peu pareil. Oui, dans 80% des cas, celui qui va jouer le plus en flexion, c'est celui qu'on va appeler un joueur terrien. C'est la première définition de ce que c'est qu'être terrien et aérien. Première définition, un terrien, c'est celui qui, dans son activité, rapproche plus son centre de masse du sol. Un aérien, c'est celui qui, dans son activité, éloigne plus son centre de masse du sol. Donc, si je prends cette définition, 100% des joueurs en flexion, puisqu'ils sont plus bas à la préparation, sont des terriens, et 100% des joueurs en extension sont des aériens. Sauf qu'on a une deuxième définition de ce que c'est qu'être un terrien aérien. Pour voir cette deuxième définition, je vous propose de regarder, ça c'est deux très très bons joueurs, là on est avec le top de joueurs français, une toute jeune qui est la meilleure de sa catégorie, et puis un joueur assez jeune qui est dans les 150 à peu près, je crois, mondiaux. Et regardez ce que je suis en train de faire. Je les ai mis, le joueur de gauche, je lui ai demandé de se mettre en extension. Parmi les choses que l'on fait, on fait ce type de test. Je lui ai demandé de se mettre en extension, et normalement, si c'est une forme de corps qu'il connaît bien, on devrait le voir gainer. C'est-à-dire que pour nous, dans les préférences, le gainage n'est pas une notion de force ou de pas de force des muscles, c'est une notion selon laquelle le cerveau communique bien avec les chaînes musculaires qui vont être facilement activées compte tenu de la position du corps. La proprioception, donc position du corps en 3D, est la base de la base dans les préférences. Donc là, je mets ce joueur dans une proprioception de type aérienne, c'est-à-dire en extension et surtout avec le poids du corps vers l'avant. Et je vais le bouger avec mes mains, je mets un couple de force avec mes mains, et puis je regarde s'il réussit à résister ou à pas résister. Et là, vous voyez que, alors que je mets très peu de force, le joueur n'arrive pas à résister. Donc dans une position pour ce joueur qui est une position d'extension avec le centre de gravité sur l'avant, il n'est pas bien. Voilà. Si je regarde la petite joueuse là, elle, je l'ai mis dans une position appui large, avec les pieds bien dans le sol, avec une flexion de hanche, et je regarde ce que ça donne, et je l'amène à venir la faire bouger, et là je mets la même force que ce que j'ai mis juste avant pour notre joueur, et vous voyez qu'elle bronche pas. Dit autrement, selon la forme du corps, et selon qui je suis, vous comprenez qu'on a deux joueurs terriens, puisque le joueur de gauche, je le mets dans une posture aérienne, et puis il ne tient pas. Alors, bien évidemment, s'il ne tient pas là, c'est pas qu'il est faible dans la posture terrienne, il est très fort. Et puis la petite joueuse, je la mets dans une posture terrienne, là, et puis elle est très forte. Et si je l'avais mis comme le joueur de gauche, elle tenait pas.
Dit autrement, dans les préférences, on part de la forme du corps qui permet d'être 1 équilibré, 2 gainé, 3 coordonné. Pour nous, c'est la même chose. Bien voir, être bien équilibré, avoir une forme de corps qui convient bien, qui permet d'être gainé et d'être coordonné, pour nous, c'est tous les mots qui disent que vous êtes dans votre préférence. Si on vous enlève de cette forme de corps, bien sûr, vous aurez toujours un peu de gainage, mais ça va être beaucoup moins performant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une autoroute qui passe là de votre cerveau aux chaînes musculaires qui sont les plus efficaces pour vous. Donc, joueur en flexion ou joueur en extension, et on teste cette notion de gainage. Et après, on se dit, bah, tiens, à l'endroit où je vois le gainage de mon joueur, je regarde, je fais des arrêts sur image quand il est par exemple en préparation de coup droit, et ça correspond ou ça correspond pas. Et ça va nous être utile après dans le coaching. Voilà. On pourrait poser plein d'autres de tests. On a des tests de la main, là on vous les présente dans la formation. Il y a une gamme de 7 tests qui vous permet de savoir si votre joueur est plutôt à tendance de flexion et d'extension. Alors, c'est quoi derrière ces notions? Qu'est-ce que c'est qui permet cette flexion et cette extension? C'est simplement des chaînes musculaires, c'est-à-dire des trajectoires de muscles qui sont connectés les uns et puis avec les autres et qui sont les muscles qu'on va appeler préférentiels selon votre motricité. C'est un peu comme si au moment où on est arrivé sur la Terre, eh bien, on amenait le gamin, il essayait de se mettre un peu sur l'avant ou un peu sur l'arrière. Et puis, s'il décide de se poser davantage sur l'avant, donc c'est ces sensations qui vont l'amener là, ben c'est en moyenne que si je mets ma tête sur l'avant, c'est que j'ai pas peur de tomber en avant. Et si j'ai pas peur de tomber en avant, parce que la survie est au cœur des préférences, c'est tout simplement parce que je compte sur des muscles qui sont situés à l'arrière. On va parler de chaîne postéromédiale ou postéro-externe. Et vous voyez que si je contracte ces chaînes musculaires, eh bien, que fait mon corps? Eh bien, lui qui était préparé en fermeture sur l'avant, il va s'exprimer en ouverture et vers le haut. Tout ce qui crée de l'extension dans le corps est présent derrière. C'est un peu comme si vous aviez une lame de carbone. Ces chaînes postérieures, elles ont été démontrées, notamment par le disciple de Myers. Eh bien, c'est moins des muscles que des aponevroses. Donc, vous voyez, c'est du tissu fin, viscoélastique, qui vont vous donner un mouvement léger et viscoélastique. Donc, tout l'inverse des chaînes qui sont plutôt antérieures. Ben voilà, certains enfants et ensuite des adultes ont trouvé que c'était plutôt cool de se mettre sur l'arrière. Si je suis sur l'arrière, je ne peux pas être en extension, sinon je bascule sur mes talons. Donc il faut toujours que je regarde mes pieds dans le sol. Et alors, une fois que j'ai gardé mes pieds dans le sol, je vais générer une flexion. Pourquoi? Parce que je vais compter sur les muscles qui vont m'empêcher de tomber en arrière, qui s'appellent les muscles qui sont situés à l'avant et à l'interne du corps. Chaîne musculaire antéro-interne. Et vous comprenez le pourquoi de la flexion et de l'extension, tout simplement parce que c'est des chaînes musculaires. Tout ce qui est devant génère de la flexion. Vous ne pouvez pas faire de l'extension avec les muscles antérieurs de votre corps. Et comme ça se termine à l'intérieur, vous comprenez le principe de flexion-pronation, puisqu'il faut absolument que je connecte l'intérieur de mon pied dans le sol pour pouvoir faire une bonne flexion. On verra d'ailleurs qu'on l'explique dans la formation, c'est une des fautes habituelles qui sont faites dans le tennis. C'est-à-dire, je me déplace sur la droite, j'ai mon pied, je cherche à venir l'ancrer pour venir baisser mon centre de masse pour renvoyer le coup droit, par exemple, qui était mis en latéral, et on voit le pied qui ne tient pas. Si le pied ne tient pas en interne, la hanche ne peut pas tenir, elle part en rotation externe. La hanche partant en rotation externe, vous allez avoir la tête qui va reculer et vous avez une faute de coup droit. Beaucoup de fautes techniques sont faites des fautes d'équilibre. C'est pour ça que pour nous, il était important de faire cette formation niveau 1 dans laquelle on explique les principes même de l'équilibre. Les aériens aiment être en équilibre à l'avant parce qu'ils jouent avec les muscles qui sont situés à l'arrière. Les terriens aiment être en équilibre à l'arrière parce qu'ils jouent avec les muscles qui sont situés à l'avant. Et ça vous permet, bien sûr, je le fais en mode caricature, mais ça vous permet de comprendre pourquoi les uns vont préférer rester plutôt fond de terrain. Parce que si je suis équilibré derrière et que je sais facilement contracter mes muscles qui sont devant, eh bien, je vais générer facilement une force horizontale. Donc, si je suis derrière et je suis dans un système de défense et de flexion, ben, je vais inciter de temps en temps mon adversaire à envoyer des balles qui sont des balles courtes. Et puis, c'est justement en activant les muscles antérieurs que j'ai facilité à passer de l'arrière à l'avant. Je m'appelle terrien, donc j'incite
l'autre joueur à jouer à l'endroit où je ne suis pas, mais où j'ai facilité à aller. Tout l'inverse des joueurs les plus aériens qui ont une propension à mettre leur poids sur l'avant. Ce poids sur l'avant les amène une fois qu'ils ont balancé la balle. On le voit dans tous les sports, hein. Un joueur aérien, par exemple au foot, qui vous fait une touche, bah, vous regardez derrière, quelle que soit la forme du jeu, il a une tendance à toujours vouloir avancer. Alors quelqu'un qui est aérien aura plus de tendance à rester, à assurer ses arrières, donc à rester sur place. Eh bien, il y a cette tendance chez un aérien, quand j'ai fait mon coup, à vouloir avancer, à être attiré vers l'avant. Et pourquoi aussi j'ai facilité à aller vers l'avant? Parce que c'est l'endroit où j'aime être placé. Et j'ai facile aussi, étant sur l'avant avec ma tête en avant, à venir reculer. Donc de nouveau, on a le jeu du chat et de la souris, de celui qui aime avancer, donc plus une tendance d'attaque. Bien sûr, je n'ai pas dit que les terriens ne savaient pas attaquer. Il y a plusieurs manières de faire. Je vous donne d'abord les grandes caricatures, parce que vaut mieux comprendre les choses simples avant de se lancer dans la complexité. Et donc, dans un système aérien, on aura plus tendance à avoir un joueur qui avance, qui indique à l'autre que vas-y, n'hésite pas à envoyer la balle derrière, mais j'ai facile à activer mes muscles pour venir reculer mes appuis très vite. Je suis un joueur aérien, jeu du chat et de la souris. Donc vous voyez, on a commencé à se rendre compte qu'il y a des formes de corps différentes pour être efficace, plus en flexion, avec une hanche plus basse, avec un appui plus interne du pied et avec une force qui va se déployer plus vers l'avant. Donc on va dire au terrien en intention qui traverse la balle. À l'aérien, on va plutôt lui proposer de s'équilibrer devant, c'est ce qu'il fait le plus souvent, en étant léger, en extension. Ensuite, quand la balle va arriver, il aura une tendance à activer sa chaîne poste et donc à venir s'alléger et il va déployer dans la balle un mouvement qui est un mouvement plus vertical et donc il a plus tendance à frapper la balle qu'à la traverser. Attention, hein, il ne faut pas reculer, ça c'est une faute, hein, qui que l'on soit. Mais voyez, un jeu plus vertical par rapport à un jeu plus horizontal quant à la manière de générer de la force. Ça va? Je ne vous ai toujours pas perdu? Marie, c'est toujours bon? Je dis Marie parce que c'est la dernière à avoir écrit quelque chose, hein. Donc maintenant, j'ai présenté deux grands éléments. Le modèle unique, il est mort, ou alors il est blessé grave. On peut être plus bas, large à l'intérieur de ses appuis, ou alors on peut être plus haut, plus avec un appui en dessous, et avec des appuis légèrement plus externes, c'est les joueurs en extension ou en flexion. Un joueur en extension, le plus souvent, c'est un joueur aérien qui aime mettre son poids vers l'avant, ça l'attire vers l'avant, comparativement à un joueur terrien qui aime mettre son poids en préparation à l'arrière pour ensuite rentrer dans la balle. Ça va? Donc vous voyez, on a donné déjà des notions de deux grandes polarités, à la fois sur l'équilibre, à la fois sur la genèse de la puissance dans le type d'appui, dans le type de forme de corps. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est ok, maintenant je sais qu'il y a les deux modèles, qu'est-ce que j'en fais? Parce que je suis avec mon joueur, nous on passe là nos semaines à rencontrer des joueurs qui ont des forces, et puis il y a des endroits où ils sont un petit peu en difficulté. Notre première question avec les joueurs, c'est toujours quel style de joueur tu es. Et la deuxième, c'est toujours qu'est-ce que tu considérerais qu'il faudrait que tu acquières pour pouvoir passer encore une étape. On ne choisit pas entre la force et la faiblesse, c'est une expertise. Sinon, en fait, c'est une décision autour d'un verre de bière, et puis c'est toujours plus émotionnel, mais un petit peu moins rationnel, et un peu moins de compétences à le faire. Alors, donc, si on se pose la question, on en fait quoi? Ben, la première chose, c'est qu'on respecte les différentes manières d'être bon. Dit autrement, on s'incline derrière la puissance. Les préférences, ça fait 25 ans qu'elles viennent d'une chose, de s'être tu, maintenant vous voyez, je parle beaucoup, mais de s'être tu et d'avoir écouté les sportifs parler. Et au fur et à mesure, de semaine en semaine, de rencontre en rencontre, les modèles d'efficacité ont émergé de cette écoute, parce qu'on part du principe que le vivant est intelligent. Même quelqu'un qui est en difficulté d'une manière ou d'une autre vous présente de l'intelligence, c'est une tautologie, il est encore vivant et il renvoie des balles. Donc dès qu'on voit que quelqu'un est bon, on lui explique surtout pas comment il doit faire. D'abord, on collecte la manière dont il se rend bon. Dit autrement, puisqu'on observe qu'il y a plusieurs manières d'être bon, eh ben, le modèle unique, il est mort ou blessé grave. Première chose, donc on respecte les singularités à partir du moment où il nous montre que c'est efficace. Le sport a ceci d'assez sympa, c'est où on gagne, où on perd, où on a bien joué, où on a mal joué. Donc, on a un critère extérieur qui nous permet de collecter les informations sur le corps. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Bien, en fonction des manières d'être bon,
on va personnaliser les consignes. Par exemple, on sait que les aériens, c'est une motricité qui aime mettre les épaules sur l'avant. Plus généralement, c'est des motricités qui sont très sensibles aux extrémités du corps. Donc si on veut dire, par exemple, à un aérien de venir traverser une balle, on a peut-être plus intérêt de lui dire de balancer ses épaules dans la balle, alors que quelqu'un qui est terrien, c'est une motricité qui vient de l'avant et du centre du corps, beaucoup plus sensible dans sa proprioception à son bassin. Donc quand bien même lui, on voudrait l'envoyer sur l'avant, on a peut-être plutôt intérêt à lui dire de pousser sur ses jambes et de balancer son bassin vers l'avant. Combien de fois, juste avec ça, on a des déclics qui arrivent. Donc vous voyez, deux manières d'avancer. J'avance par le bas ou j'avance par le haut. Personnalisation des consignes en fonction de ce qui parle à mon joueur. Ensuite, on va aussi avoir une personnalisation dans la manière dont le joueur déploie son technico-tactique. Alors je vous donne un cas simple. Voilà, on sait très bien que de toute façon, le centre de masse, il doit aller en direction de la balle. Mais si on considère que c'est juste qu'il y a des joueurs qui aiment être en flexion pour une même balle donnée, qui a une certaine hauteur, eh bien je peux décider de la frapper non pas au sommet de sa trajectoire, après qu'elle ait rebondi, mais je peux décider de me placer un petit peu plus loin et de la frapper donc plus en profondeur et plus basse. C'est-à-dire que cette trajectoire que je n'ai pas décidée, je peux quand même décider à quel moment j'interagis avec. Eh bien, on va avoir des terriens qui interagissent avec des balles qui sont ou coupées super tôt, ils mettent leur tête, là, un peu la politique de l'autruche. Il y a Rune qui fait beaucoup ça, qui coupe super tôt, mais en restant en bas. Ou alors, le plus souvent, là, regardez, Rude, par exemple, le fait à fond, il coupe la balle super tard, quand la balle est basse, ce qui leur permet d'être en flexion de hanche. Un aérien, lui, va faire quoi? Lui, il a tendance à vouloir frapper la balle quand elle est haute. Donc même à mi-hauteur, il aura tendance, sur une trajectoire de balle, à venir la taper plus haut, parce que ça va lui permettre de mettre sa proprioception, donc sa forme de corps, plus en extension. Et au moment où il va la frapper plus haut, on voit aussi qu'il élève son centre de masse, que ne fait pas habituellement un terrien. Voilà, donc on a personnalisé la manière d'interagir entre la trajectoire de mon centre de masse et la trajectoire de la balle. Qu'est-ce qu'on va personnaliser d'autre? On va personnaliser par exemple les exercices. On a 4 exercices types pour les terriens, 4 exercices types pour les aériens, et on va pouvoir jouer sur ces exercices en fonction de l'endroit où on veut amener notre joueur. Partant du principe que ce que l'on travaille en premier, c'est ce qui nous permet, sur un principe d'économie, donc moindre effort, d'obtenir le meilleur résultat. Pourquoi travailler fort si je peux avoir le même résultat juste par une forme de corps, juste par un meilleur déplacement? Pourquoi vouloir redévelopper intrinsèquement de la force musculaire si j'en ai pas besoin? J'ai pas dit qu'il fallait pas le faire. Je dis que c'est une expertise parmi d'autres, et n'oublions pas maintenant qu'on a un nouveau critère qui s'appelle la forme du corps, donc la préférence motrice, à faire, à mettre en face d'une situation donnée, donc d'une difficulté ou d'une facilité donnée chez un joueur qu'on entraîne. Voilà. Enfin, on va essayer de résoudre les problèmes qui sont présentés dans le respect des motricités ou du devenir de ces motricités. Je vous donne quelques cas, voilà, typiquement pour traduire concrètement ce que je viens de vous dire. Ça, c'est un snatch, un arraché pour quelqu'un qui aime bien la flexion. Ça s'appelle encore un arraché, mais c'est un arraché en extension. Donc, vous voyez, des formes de corps différentes pour des fois des mots qui sont les mêmes, qui sont présentés. Donc, des exercices qui diffèrent. Voilà. Selon le corps qu'on a et selon la motricité qu'on a, on peut être plus ou moins Maasai, et donc on fait d'abord des sauts modèle masse-ressort en science, ou alors on peut être plus ou moins Maori, et vous voyez ce que font les Maoris. On n'imagine pas nos Maoris à 120 kg venir faire des compétitions, hein, c'est des danses culturelles, hein, c'est culturel, hein, les deux, ce qu'ils font là, mais on n'imagine pas nos Maoris faire des systèmes on se regroupe et puis on fait des sauts, on fait de la pliométrie ensemble, ça va être super cool. On les voit plus venir déployer un système de force qui correspond mieux à leur corps et à leur motricité. Donc, des types de mouvements plus bas ou des types de mouvements plus légers. Dans les deux cas, c'est ce qu'on appelle PIMP, Preference Improvement. C'est la classe. C'est pas un mélange, c'est la classe dans la flexion, la classe dans la légèreté et dans l'extension. Voilà. Un cas typique, une joueuse qui fait partie du top 200 ou top 300 mondial qui vient nous voir au labo.
et puis qui dit oh ben moi je suis une joueuse aérienne, je suis tout le temps en train de rebondir. On regarde, ça marche, on regarde ses masses musculaires, on se dit mais dis donc, c'est pas une marche aérienne ça, c'est une marche qui vient d'en bas. Voilà. Donc on est assez étonné. Elle vient nous voir aussi parce qu'elle a des difficultés de stabilité en coup droit et puis surtout son service qui manque de puissance et puis qui n'est pas reproductible. Et ce que je vous montre à droite, donc j'étais juste trompé parce qu'après le testing, on a vu que c'était une terrienne. Ce que je vous montre à droite, c'est donc le service que vous allez voir maintenant, là, sa forme de corps. Ça, c'est la forme de corps qu'elle prend actuellement, qu'elle prenait au moment d'arriver. Vous voyez, toute haute, les appuis proches les uns des autres, c'est le modèle de l'extension, le modèle masse-ressort. Et quand on la revoit, on se dit, ouais, c'est pas pimp, il n'y a pas beaucoup de puissance qui sont déployées. On voit que c'est une terrienne, on lui redonne l'intention d'aller chercher, la consigne d'aller chercher bas, on écarte les appuis pour qu'elle puisse mettre ses cuisses, la masse musculaire, elle l'a déjà, et là, le service s'améliore presque illico presto. Vous voyez? Donc, on a pu se rendre compte que sa forme de corps n'était pas performante, ne correspondait pas à ce qu'elle était. Le jeu, ça part du jeu, hein. C'est pas nous qui avons dit qu'elle avait un bon service ou un mauvais service, hein. C'est elle qui dit qu'elle a des difficultés en service. On voit qu'elle n'utilise pas la forme de corps qui correspond à sa préférence. On la ramène dans la préférence. On vient retravailler sur qui tu es en tant que joueuse. Et alors là, ça va très très vite parce que le mouvement est déjà écrit. Il n'a juste pas été trouvé pour diverses raisons, mais il était déjà écrit. Donc on ramène une joueuse trop marquée en extension dans sa préférence de flexion. Alors attention, hein, des fois, vous pouvez avoir des gens, là, parmi l'ensemble des joueurs qu'on a vus, là, c'est un petit jeune que j'ai vu il y a 3 semaines, c'était dans une équipe technique dans le sud de la France, c'est un jeune joueur qui a un bon niveau, mais qui a un coup droit qui est très instable. On l'observe sur le terrain, comme beaucoup de jeunes, on voit qu'il est complètement, vous voyez, comme la photo, même si ça n'a rien à voir, hein, c'est une photo qui est non contractuelle à droite, là, on voit en fait qu'il fait du balai Béjart, là, il est tout le temps sur les pointes. Donc, on voit que c'est un joueur qu'on va appeler non pas en extension, parce que si vous regardez Federer, même Federer, il n'est pas sur la pointe quand il est en préparation, quoi, on ne voit pas ça normalement au tennis, il est en excès d'extension. On teste, il s'avère que c'est quand même un joueur aérien. Vous voyez, mais je peux être aérien et puis pouvoir exagérer pour diverses raisons de nouveau qu'on évoque dans la formation, exagérer, donc à être en excès d'extension. Ça donne de la vibration, ça donne peu d'efficacité. Pourquoi? Parce que dès que le joueur qui est comme ça sur la pointe, il va déplacer sa raquette en arrière, ben il va perdre l'équilibre et on va voir que sa tête recule. Il y avait le coach qui était là. Le coach s'était bien rendu compte qu'il était exagéré à ne pas être dans le sol. Donc, à votre avis, qu'est-ce qu'il lui a proposé? Dire ce que tous les coachs auraient proposé. Il lui a demandé de fléchir pour venir dans sa cuisse. Et là, le joueur, c'est un illico presto. Je leur fais un joueur très bondissant, qui a un certain niveau de jeu, mais qui fait des fautes repérées comme étant des fautes par excès d'extension. Que propose le coach? De venir fléchir et le joueur s'éteint, il n'arrive plus à jouer, il s'énerve. Et donc le coach est un peu bloqué. Alors, pour vous expliquer comment on fait dans ce cas-là, eh bien, on repart de ce qu'est la forme de corps naturelle du joueur. C'est un aérien. Un aérien, c'est quelqu'un qui génère de l'équilibre sur l'avant. Et là, on observe que sa faute est liée à un déséquilibre vers l'arrière. Et donc, qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour enlever ce déséquilibre vers l'arrière? On va lui parler d'une forme de corps qu'il connaît déjà. Et c'est quoi la consigne qui correspond bien dans ce cas-là? Eh bien, c'est une consigne clé pour les joueurs aériens. C'est de venir balancer ses épaules sur l'avant. Donc, on ne va pas dire fléchis dans tes jambes parce que c'est trop loin de lui. La direction était bonne vue par le coach, mais la forme de corps n'était pas connue par le gamin. On lui emploie une forme de corps qui va corriger l'erreur avec ses épaules qui partent en arrière, mais qui correspond à quelque chose que je connais bien en moi, qui consiste à faire ce qu'on appelle de la proprioception aérienne. Balance tes épaules dans la balle, et là on voit immédiatement de nouveau que pour ce gamin, ça match. Et c'est pas de la magie, c'est juste parce qu'on s'appuie dans notre consigne sur quelque chose qui est déjà un point de repère interne au corps, connu par le corps. Voilà. Donc on va lui faire dans les exercices aériens des exercices de proprioception aérienne. On va l'habituer à générer un déséquilibre sur l'avant. Il s'avère qu'il sait déjà le faire, mais là, il ne l'utilise pas. Puis on va lui faire aussi des rebonds horizontaux. Vous voyez, deux choses qui vont générer une force sur l'avant, mais une force à partir de mes extrémités. Pourquoi il s'est éteint complètement dans la flexion? Parce que c'était trop loin de lui. Oui, il fallait le ramener en flexion,
mais pas trop. L'opposé complet, le corps ne connaissait pas. On ne peut devenir que à partir de soi-même. Voilà, des exercices types. Tous les exercices, là, on en a maintenant des centaines qui sont tournés en fonction du besoin que va avoir le coach par rapport à la motricité de son athlète et bien évidemment des forces et des faiblesses qu'il rencontre sur le terrain. Voilà pour ces trois grands points. Le bon modèle, il est blessé grave, on peut être en flexion, en extension, on peut être plus marqué en équilibre avant ou arrière. Eh bien, on va venir utiliser en fonction de la réalité de terrain les types d'exercices, les types de consignes, les types de rencontres de la balle qui vont correspondre à ce qui va vous permettre de passer le plus vite possible avec le maximum d'économie d'énergie à l'étape d'après. Fitter les exercices, fitter les consignes techniques, fitter les consignes physiques pour permettre aux joueurs de continuer à progresser. Telle est l'ambition de cette formation qu'on vous propose maintenant de venir acheter. Alors, c'est une formation, je vous en donne deux mots, puis après, je prends toutes vos questions. Je vois que vous êtes encore nombreux. Je parle beaucoup, mais pour le moment, vous ne fuyez pas. Donc, merci. Je vous montre en 2 minutes cette formation qu'on a tournée sur ces derniers mois. Et puis, après, je réponds à vos questions. Donc, je repartage mon écran. Hop, et voilà. Donc, une offre e-learning. Donc, c'est une formation de 6 heures de vidéo dans laquelle on aborde les motricités terriennes et motricités aériennes. On va ensuite vers les liens avec le côté droit et le côté gauche du corps qui va nous amener le cadran du mouvement. Si vous connaissez les préférences, vous en avez déjà entendu parler. C'est la manière dont on va s'équilibrer. Pour nous, la base de tout, c'est l'équilibre. C'est pas la lecture du jeu. La lecture du jeu n'est permise, bien sûr qu'elle est très importante, mais elle n'est permise que par les joueurs qui sont en équilibre. Vous avez des joueurs qui, par leur qualité, peuvent arriver à progresser, mais les joueurs chez lesquels, dans le jeu, on voit des problèmes d'équilibre, je peux vous garantir, vous leur demandez quel est le style de jeu que leur adversaire a fait, ils n'arrivent pas à vous le décrire. Alors que ceux qui sont équilibrés, ils voient très clair. On ne peut voir qu'à partir du moment où la tête a été placée en plateforme inertielle et donc à partir du moment où on a respecté nos propres besoins en équilibre. L'objectif de cette formation, c'est de trouver quel est le bon équilibre des joueurs dont vous vous occupez, si vous êtes coach, si vous êtes prépa physique, et de venir voir les types d'exercices qui vont être les plus efficients pour améliorer cet équilibre. Bien évidemment, puisqu'on dit quels sont les grands modèles pour être efficace, on va donner dans cette formation les principales erreurs qui sont pratiquées en lien avec l'équilibre. On va vous parler de tranche-casse, de talon extension, on va parler d'erreurs d'équilibre dans le plan frontal, dans le plan haut-bas, puis on va surtout voir comment y remédier et on va aussi aborder quelles peuvent être les causes de ces problèmes d'équilibre. Tout ça avec des exercices qui sont des exercices de terrain et une mise en pratique directe sur les terrains. Il y a d'ailleurs même une partie des vidéos qui sont tournées sur le terrain. Comme d'habitude, c'est un accès illimité à notre espace de formation. Elle n'est pas disponible pendant 2 mois, puis après on l'arrête. Vous l'avez une fois que vous l'achetez. Tant que les serveurs tournent, on vous la laisse. Nos notes de e-learning, voilà, on vous remercie d'ailleurs. Hein, ces formations e-learning fonctionnent très très bien. Puis on a des super notes. Là, vous avez les notes sur le contenu, les notes sur est-ce que c'est adapté au métier. Quasiment sur tous les notes, on est entre 4-5 et puis 4-9 sur 5 points. Qualité des vidéos et formats. Et ça, on vous en remercie. Et là, c'est des moyennes que je vous donne sur des centaines, pour pas dire même des milliers, oui, de e-learning vendus. Le prix de cette formation est à 350 €. Et là, parce qu'on lance, on fait toujours une offre, c'est pas parce que c'est le Black Friday, hein, c'est juste parce qu'on fait chaque fois une offre de lancement, puis qu'on la lance aujourd'hui. Donc, elle est à 290 € la formation au lieu de 350, et ça jusqu'à ce dimanche soir. Donc, désolé, je sais plus qui c'est qui me posait la question, c'est pas jusqu'au 1er décembre, c'est jusqu'au 27 novembre. Voilà. Voilà pour cette présentation. Je peux même d'ailleurs vous la montrer un petit coup, si ça vous dit, que vous voyez un peu l'espace de formation dont je parle. Hop, voilà, hop, c'est ça. Dites-moi si vous la voyez bien apparaître. Voilà, voilà. Là, je suis sur l'espace de formation. Vous achetez cette vidéo. Donc voilà, on voit
une tenniswoman qui fait son master d'ailleurs avec la Fédé de tennis et puis qui était venue en stage avec nous. Donc là, on a des exercices, on vous montre des exercices de terrain. Bien évidemment, vous avez les exercices aussi de prépa physique associés, ça fait partie du jeu. Et puis l'ensemble des éléments d'explication sur les points de repérage, sur des joueurs qui sont des joueurs connus, dans des motricités qui sont des motricités liées au tennis. Dit autrement, on regarde ce que font les meilleurs et puis on en tire des conclusions sur les variations quant à la manière d'être efficace. Voilà, donc voilà, je répète, là je suis en train de naviguer sur votre espace de formation dans lequel sont exposées ces 6 heures de vidéo et j'insiste sur le fait que cet espace, vous y avez accès en continu. Voilà, alors j'essaie de retrouver, hop, j'arrête le partage d'écran et je vous partage maintenant l'offre. Donc vous allez voir apparaître, je pense, à droite, vous pouvez y aller, ça ne va pas fermer, vous allez voir apparaître l'offre que vous pouvez suivre, dites-moi si vous la voyez bien. Donc si vous voulez profiter de cette formation, je répète, jusqu'à dimanche, il y a un prix réduit pour son lancement, à 290 au lieu de 350, et bien vous pouvez cliquer dès maintenant sur le lien qui est à droite de votre vidéo. Et ceci étant dit, donc vous allez arriver sur le site internet, vous faites le paiement et puis vous avez directement l'accès à l'ensemble de la formation. Voilà. Ceci étant dit, hop, eh bien, je vais prendre vos questions. Alors, Marie, e-learning prévu bientôt pour le volleyball. Non, Marie. Alors, c'est vrai que maintenant, en fait, comme on est en train de déployer les préférences dans plusieurs sports, on a beaucoup de demandes pour le volley, pour le handball, pour voilà, on est en train de faire pour le baseball parce qu'on est présent maintenant aux États-Unis avec le baseball, qui a d'ailleurs des similitudes avec certains gestes du tennis. Mais oui, on va pas pouvoir tout faire. Donc pour le moment, pour le volley, c'est pas prévu, mais comme dans toutes les autres activités, il y aurait à faire, Marie. Maintenant, Karine, l'espace est-il accessible simultanément par plusieurs personnes? Alors non, c'est nous, il y a un mot de passe et puis qui vous est personnalisé, qui est à vous. Alors nous, on peut pas vous interdire de faire en sorte que vous le donniez à d'autres, mais normalement, c'est quelque chose qui est personnalisé, c'est-à-dire que vous payez pour une formation qui est présente sur votre ordinateur et puis qui n'est pas présent pour nombre de personnes, sinon ça veut dire qu'il suffirait d'en vendre une pour que tout le monde puisse y avoir accès. Donc c'est plutôt Karine pour une personne. Voilà. Après, ben, s'il y a plusieurs personnes d'un même groupe, on a ça, des fois avec des clubs, ben là on ouvre plusieurs accès, puis des fois on offre des prix un peu particuliers si c'est dans une même structure. Baptiste, alors ouais, c'est déjà des questions plutôt administratives. Financement FIFPL de la formation. Baptiste, on ne peut pas te répondre maintenant. On est un peu en retard quant à la demande FIFPL. Donc je ne peux pas te répondre pour le moment. Alors, on saura, mais peut-être que dans quelques mois, s'il y a une prise en charge FIFPL. Hop. En balançant les épaules vers l'avant, moins en excès d'extension. Voilà, Marie, oui. C'est un peu particulier hein, parce qu'on dit que les aériens... Donc Marie dit, est-ce qu'en balançant les épaules vers l'avant, je serai moins en excès d'extension? Oui. En fait, vous pouvez essayer, hein, vous vous mettez debout, puis vous mettez tout droit, puis vous allez voir que si vous fléchissez, si vous amenez vos épaules vers l'avant, eh bien, pour pouvoir tenir comme ça vers l'avant, vous n'aurez pas d'autre choix que de venir fléchir un peu les jambes. Donc souvent, on dit, quand vous regardez dans le monde quelles sont les directions, il y en a 6, il y en a 3 quand même qui ramènent vers l'extension, et puis 3 qui ramènent vers plus de flexion. Les 3 qui ramènent vers l'extension, c'est le haut, l'avant et l'extérieur, puis les 3 qui ramènent vers la flexion, c'est le bas, l'arrière et puis l'intérieur. Mais même si on classe l'avant, les épaules vers de l'extension, c'est quand même moins en extension que si vous vous dirigez tout droit comme ça et qu'on voit une tête qui part en déséquilibre vers l'arrière. Donc oui, et on le voyait très bien chez le joueur, Marie, quand on a demandé des consignes en extension, il s'est mis à plier les jambes. Et en fait, il s'est mis à plier les jambes, quand on lui a demandé des consignes de mettre les épaules vers l'avant, il s'est mis à plier les jambes, mais il s'est mis à plier les jambes vers l'avant. Alors que la consigne du coach, il la prenait comme le fait de s'ancrer très bas dans le sol,
qui l'amenait à mettre sa tête un peu en arrière. Et en fait, ce joueur, il était incapable de le faire. C'est pour ça, en fait, que son jeu s'est complètement éteint. Donc oui, avec une consigne de balancer les épaules vers l'avant, c'est toute la différence entre des rebonds verticaux et des rebonds horizontaux. Les rebonds horizontaux, quand vous allez faire avec vos épaules vers l'avant, vous allez faire des rebonds qui sont plus en cuisse, alors que les rebonds que vous allez faire complètement à la verticale, vous allez faire plus en pied, donc plus en extension. Donc oui, Marie, on a atteint chez ce joueur de la flexion sans demander de faire de la flexion, juste avec une consigne placée à l'endroit où il savait écouter, c'est-à-dire ses épaules. Maxime, le défaut de Tsitsipas, oui, ça peut arriver en fait, même chez les très bons joueurs, parfois de faire des erreurs en excès d'extension. Laurent, connaître le style de jeu du joueur, c'est avoir déjà construit avec le joueur son identité de jeu, ce qui est vrai d'ailleurs, Laurent. Donc, ce modèle de personnalisation à partir des préférences motrices, plutôt à partir de 15-16 ans, une fois l'identité du jeu connue, à partir d'une maîtrise du jeu sans limite, donc d'une base motrice la plus large construite avant 16 ans. Alors c'est une excellente question, Laurent. Nous, on nous pose souvent cette question parce qu'on rencontre chaque semaine des techniciens qui s'occupent de jeunes gamins et ils nous demandent si c'est déjà présent, ces notions de terrien aérien chez les enfants et puis les autres notions. Donc est-ce que c'est déjà présent? La réponse est clairement oui, c'est présent dès la naissance. Maintenant, est-ce que tout de suite il faut venir spécifier là-dessus? La réponse est plutôt non. Je peux vous dire, je vais juste évoquer nous comment on se comporte. Pourquoi plutôt non? Parce que quand vous regardez la plupart des animaux, de quelle manière ils apprennent leur motricité? Ils apprennent leur motricité par le jeu. Si vous regardez, je sais pas moi, des lions, des loups, des jeunes loups, ben, ils vont apprendre à chasser d'abord en jouant avec le petit frérot d'à côté. Et c'est seulement plus tard qu'ils vont observer la maman et puis venir mettre sur une base donc de motricité jouée, c'est-à-dire une motricité non contrainte, donc une motricité avec plus de variété. Eh bien là-dessus, ils vont mettre du spécifique en observant les mouvements plus précis que la mère, par exemple, va venir, ou le père va venir réaliser lors de la chasse. Donc, chez les animaux, partir de la diversité et des formes jouées plus variables pour aller vers plus de spécificité, comme le font la plupart aujourd'hui des techniciens, me semble être la bonne démarche. Alors nous, comment on fait? Par exemple, on va mettre un circuit training avec des jeunes avec 8 exercices. Sur les 8 exercices, on va montrer une manière de faire les exercices plus en flexion, par exemple, on va faire des pas chassés en étant très bas dans le sol. On leur dit, tu es bas, tu es solide. Puis après, on va faire des pas chassés en étant très léger dans le sol. On peut mettre des animaux, les gamins aiment beaucoup ça. Et puis, on demande aux gamins de venir essayer. Essaie un, essaie l'autre. Puis après, une fois que tu as fait un essai de l'un et de l'autre, tu peux en faire deux selon ton ressenti. Donc, on va jouer de nouveau sur cette notion d'émotion, de quelque chose qui m'attire, parce que normalement, c'est cette émotion qui fait le lien entre ma représentation du jeu, donc mon style de jeu, comme tu le dis, Laurent, et puis les systèmes qui sont plus inconscients, qui s'appellent les préférences motrices. Donc des systèmes auto-organisés en moi de manière de bouger. Et donc on va essayer de jouer sur cet interfaçage émotionnel, c'est la notion de plaisir puis la notion de déplaisir en fait vécu, pour créer cette identité de jeu. Et après, on va être de plus en plus précis. Donc de la diversité à la spécificité, Laurent, je suis absolument d'accord avec toi puis avec tes remarques. Le dump, Maxime et l'équitation. Maxime, ça va venir l'équitation, mais pas tout de suite. La lap, alors, Louis David, un aérien peut-il avoir des appuis préférentiels sous la première tête métatarsienne de cela et d'où cela vient-il? Alors, Louis, oui, ça arrive. Tu regardes par exemple chez les joueurs Sinner, qui n'est pas un mauvais joueur. On a là typiquement un joueur très aérien, une tendance aérienne sur sa forme de corps, et quand tu regardes ses appuis, il se présenterait à une séance d'athlé, l'entraîneur d'athlé lui dirait « Non, s'il te plaît, il va falloir travailler un petit peu ton pied ». Parce qu'en athlé, on dirait qu'il a un pied passif. Donc son pied se laisse plutôt aller dans le sol. Après, dans le cadre du tennis, ça donne aussi un pied qui est un peu plus ancré, donc ça ne veut pas dire forcément que c'est négatif. Mais disons qu'avec un pied comme ça, il peut pas être aussi aérien qu'avec le pied de Federer. Donc en fait, tout est possible, mais ça va impacter la motricité, et quand bien même il aurait une part de lui-même aérienne, le long du curseur, il serait moins que ceux qui ont un pied un petit peu plus dynamique. D'où ça vient-il? Il y a différentes raisons qui peuvent donner ça. Le principal de ces raisons, c'est des facteurs anatomiques.
Par exemple, si vous avez des pieds qui sont grands par rapport à votre taille, on a une formation qui est dédiée à ça qui s'appelle Anatomie pour le mouvement, des pieds grands par rapport à la taille a tendance à donner des pieds qui se posent plus à plat. On n'est pas de kangourou, donc avec des grands pieds, c'est super dur de supporter le bras de levier lié à un appui qui est plus antérieur. Donc il y a des facteurs anatomiques qui peuvent intervenir. Il y a d'autres facteurs, notamment liés à la présence de réflexes dans le mouvement, ce qu'on appelle les réflexes archaïques, et qui vont pouvoir faire en sorte que le pied soit plus passif que le reste de la motricité. Donc c'est possible, mais ça va impacter le reste aussi des mouvements. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça veut dire que c'est juste moins marqué dans de l'extension. Marie, pas de spécificité trop jeune pour ne pas être bloqué dans sa préférence et rester adaptable. C'est pas ne pas être bloqué dans sa préférence, c'est juste que déjà un technicien doit toujours se dire que il n'est pas le bon Dieu, donc quelle que soit sa connaissance, des fois le vivant est toujours plus complexe que nous-mêmes, donc un technicien qui impose, qui dit 30 fois, 50 fois, 100 fois la même chose sur une forme de corps, et qui voit que ça ne réagit pas, à mon avis, il devrait plutôt se dire que peut-être qu'il se trompe dans sa consigne qui a été donnée, donc peut-être chercher une autre consigne. Après, donc c'est déjà le premier point contre la spécificité. Et le second, je l'évoquais, c'est que les espèces animales passent plutôt de mouvements variés, joués, à des mouvements qui sont plus précis, plus reproductibles. Mais la montée en compétence, c'est toujours une montée en reproductibilité. Un expert, c'est quelqu'un qui est plus repérable, contrairement à ce que l'on dit, qui est plus repérable dans ses mouvements, c'est-à-dire qu'il est capable de vous faire un coup droit 10 fois, 20 fois, 30 fois de la même manière, ce qu'un débutant peut absolument pas faire. Donc la première montée en compétence, c'est la montée en régularité qui s'appelle des mouvements plus spécifiques, puisque plus reproductibles et donc plus spécial à moi-même. Et puis après, je répète, de plus de diversité à plus de spécificité, c'est comme ça qu'on monte en compétence habituellement. Ce qui ne veut pas dire qu'une fois qu'on est très stable en spécificité, on ne peut pas rouvrir, hein, ça c'est tout à fait possible. Alexandre, est-ce qu'il faut faire les préférences pro du sport avant la formation tennis ou peut-on suivre directement la formation tennis? Est-ce qu'il y a un avantage? Alors Alexandre, oui, donc Alexandre, ce que tu évoques, c'est qu'on a des formations, nous, pour 3 métiers. On a la formation Kiné Plus qui sont dédiées aux kinésithérapeutes et aux ostéos et aux médecins. On a la formation podologue qui est pour les podologues du sport, puis on a la formation pro du sport qui sont pour les coachs et puis pour les prépas physiques. Là, celle-là, en fait, on réexplique tout, donc c'est accessible aux gens qui n'ont pas fait la formation de niveau 1 pro du sport. Après, la formation niveau 1 pro du sport, son gros avantage, c'est qu'elle vous permet de décliner l'ensemble des connaissances dans tous les sports. Nous, on suit à peu près une quarantaine de sports ici, et donc les liens, le fait de bien comprendre les liens entre un sport et l'autre, aide beaucoup à venir discuter dans un sport spécifique. Une fois qu'on a compris, par exemple, les erreurs qui produisent au golf, je peux vous dire que ça vous aide beaucoup à comprendre le coup droit au tennis. Les liens, les manières de faire sont absolument interrogeables de l'un à l'autre. Mais pour finir de répondre, Alexandre, non, il n'y a pas nécessité. C'est-à-dire que tu peux acheter directement celle-là sans être passé par la case niveau 1 pro du sport. Bonjour David de Guadeloupe. Quels sont les biais ou écueils à éviter quand on observe ces disciplines ou d'autres en tant que spécialiste? Alors, le premier des biais, c'est d'observer l'activité avec le filtre d'une autre activité. Par exemple, je donnais le cas avec Sinner. Si au début, d'ailleurs, moi j'avais fait ces erreurs, je venais de l'athlétisme, je suis arrivé dans le monde du foot à aider des clubs de foot à personnaliser les mouvements. J'avais toujours le sentiment que celui qui était réactif sur son pied, donc un pied plutôt d'athlète, j'avais toujours le sentiment qu'il était meilleur joueur. Puis alors quand je voyais que le coach ou d'autres spécialistes disaient qu'il n'était pas si bon joueur que d'autres, qui pour moi étaient plus passifs dans l'appui, j'avais du mal à comprendre. Donc j'étais encore prisonnier de ma représentation du monde liée à l'environnement dans lequel j'ai le plus vécu. Donc ça, c'est la première des erreurs, c'est de venir réfléchir l'activité sans penser sa spécificité. On ne doit jamais sortir du spécifique. Et tout ce qu'on va faire, eh bien, on va essayer de le construire en réponse à cette interrogation du terrain. La base, c'est le terrain. Tout ruisselle à partir du terrain. Et on essaie de rendre les équipes cohérentes quant à ce qu'elles font vis-à-vis du terrain, alors que des incohérences, il y en a parfois beaucoup. C'est-à-dire qu'un kiné va proposer une activité qui est à l'inverse de ce que le préparateur physique recherche, alors qu'ils ne sont pas connectés, donc c'est pas cohérent pour le joueur, on ne sait pas où on va.
Les autres biais, ben, je l'ai évoqué déjà, ça peut être le biais lié au fait que eh bien, on pense selon un seul modèle, et puis il suffit qu'on n'ait pas le joueur qui corresponde à ce modèle, et puis ça ne va pas le faire. Donc un bon coach, c'est celui qui se donne des grandes intentions vis-à-vis de son joueur, qui n'oublie pas de le regarder, et puis qui après va aller par essai-erreur. Quel est l'avantage là de connaître les préférences? Ça vous permet d'orienter plus vite vos choix, parce que vous comprenez mieux ce qui normalement devrait réagir plus vite compte tenu de cette préférence motrice comme consigne, comme type d'exercice chez votre joueur. Et vous compreniez aussi mieux pourquoi il y a une erreur, par exemple, qui est faite. Parce que si vous avez de la flexion et de la supination, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne serez jamais équilibré. Il va falloir régler ou l'un ou l'autre. Ou alors, parce qu'il y a un peu de supination, il va falloir remonter le centre de masse, ou alors, il va falloir apprendre au pied à baser plus d'appui sur l'intérieur, donc plus dans de la pronation. La flexion, supination, ça marche jamais. Voilà, des espèces de biais. Après, je pense qu'il y en a plein d'autres. Hein. Par exemple, allez, je vais en donner un, lié à la représentation au niveau de la tête. Allez, je donne un cas super habituel. Je me rends compte que je suis plutôt de motricité terrienne. Et je me rends compte que j'ai des difficultés à aller chercher, par exemple, un revers qui est haut. Je l'ai fait une fois, je me trouve dans la difficulté. La fois d'après, je me dis, punaise, je remets plus de volonté parce que je sais que j'ai été en difficulté. Je me dis, punaise, celui-là, cette fois, je ne vais pas le louper. Donc, si je me mets plus de volonté, je mets plus de pression au niveau de la tête. Hein, c'est toujours plus d'extension. Quelqu'un qui est plus stressé, il ne va pas vous faire, putain, je suis stressé, la vache. Il va toujours faire, bon, la vache, c'est là, cette fois, je vais la voir. Et donc, le joueur qui était déjà dans la difficulté, dans l'extension, rentre dans une boucle parce qu'il a loupé la première, parce que c'était pas dans sa préférence. Il rentre dans une boucle de surexcitation dans laquelle il se met de plus en plus en extension et dans laquelle il va le louper de plus en plus. Alors qu'il aurait été préférable, je ne dis pas que c'était simple, je dis qu'il aurait été préférable de plutôt justement, parce que je suis de motricité terrienne, me poser, ne pas rentrer dans le stress, me poser, peut-être prendre une trajectoire pour venir un petit peu plus en arrière, pour laisser retomber cette balle, ou alors remettre une balle qui n'est pas merveilleuse, mais au moins elle est remise. Parce que sinon, je rentre dans cette espèce de truc où entre mon intention aller chercher la balle haute et puis mon action, besoin d'avoir un centre de masse qui est bas, ce n'est pas cohérent et là, c'est l'enfer. Voilà les types aussi de biais qu'on explique dans cette formation. Est-ce envisageable de créer un onglet questions ouvertes à volo d'haleine dans vos cursus e-learning? Oui, c'est envisageable, mais je vais poser la question à Thibaut, mais il me semble que, mais je suis même sûr, vous pouvez poser, quoi qu'il en soit, vos questions. Alors, je ne dis pas qu'on y répond dans les 2 heures, mais on essaie de toujours y répondre. Donc, si dans vos e-learning, il y a des questions qui vous taraudent, posez-nous les questions et on y répondra. Et si ça n'a pas été le cas, alors je m'en excuse, on le fera. Donc n'hésite pas à les poser, c'est prévu comme ça, le e-learning. Faites-vous des interventions dans le cadre des UFR STAPS, formation des étudiants spécialistes? Anne-Laure, très peu. Il faut dire qu'on fait beaucoup d'interventions aussi de formation. On a des formations à Paris, on en a à Marseille, on en a à Lyon, on en a dans toutes les régions de France. Donc on n'arrive pas à être partout à la fois. Donc on va rarement dans des UFR STAPS, mais en revanche, il est possible de venir nous voir en présentiel lors de formations. Il y a toutes les dates qui sont mises sur le site voladalen.com. Allez, je propose encore une ou deux questions. Pop, pop, pop. Et puis on va arrêter là. Alors je reprends vos questions. Vous êtes très prolixe en questions, merci beaucoup. Allez, on termine sur celle-là. C'est Baptiste. Comment faire la différence entre ce qui a été appris, inculqué lors des entraînements automatisés, Baptiste, par les joueurs, et ce qui est inné, préférence motrice? Alors ça, c'est une question qu'on a très souvent. Alors, je dirais que la différence est liée au fait que dans les préférences, il y a des formes de corps qui sont très spécifiques. Et il n'y en a pas des centaines, il y en a quelques-unes, en fait. Et qu'en général, quand tu rentres dans sa préférence, eh bien, on va retrouver cette forme de corps spécifique. Je te donne un cas, par exemple, dans la course. Quelqu'un qui est aérien va avoir une tendance, quand il est très marqué en aérien, à courir sur la plante de pied, et puis il va présenter un centre de masse qui est haut placé, et puis il a une tendance à déplacer ses bras de manière latérale.
quelqu'un qui serait d'origine terrienne, qui voudrait ressembler à un aérien. Il peut aller essayer de faire ça. Mais par exemple, il va y avoir des critères, il va y en avoir 3 dans son cas, qui vont quand même différer. Donc quand tu connais la préférence, tu vas aller voir tout de suite cette imitation. Un des critères, je ne vais pas toutes les donner là, mais un des critères, c'est qu'il continue de mettre ses bras plus en arrière qu'un aérien. Pourquoi? Parce qu'il est moins équilibré sur l'avant. Donc si je veux monter plus haut et donc aller un peu plus sur l'avant, mon cerveau va bien se rendre compte que je ne suis pas bien, donc il va faire un transfert de masse de ce qu'il peut, donc là des bras vers l'arrière, qui fait qu'on va continuer de voir qu'il met ses bras en arrière, ce que ne fait pas un aérien. Donc l'imitation n'est pas parfaite. Ça, c'est la première chose. La deuxième, Baptiste, c'est que quand bien même le mouvement serait très ressemblant, imaginons un mouvement de flexion bien large, type squat sumo, qui va me permettre d'aller chercher une balle basse et puis qui est réalisé par un terrien, par rapport à l'autre qui serait réalisé par un aérien, ce que je peux faire, c'est justement, on donne l'ensemble du protocole qui permet de vérifier si sur ce type de forme de corps, je suis solide ou pas. Je peux des fois avoir besoin de le faire, mais pour autant, ce n'est pas des types de positions que j'aime bien. Donc, il faut que je sois moins ambitieux dans mon geste. Et ça, j'insiste, il suffit de reprendre la forme du corps et de faire les tests qu'on présente dans ces formations, notamment les tests de gainage, et on va se rendre compte que le mouvement est fait à partir d'une position qui est moins gainée, donc moins équilibrée. Et donc, si c'est moins équilibré, mon axe est moins placé. Et qu'est-ce qu'on va faire quand votre axe est moins placé et puis que vous perdez plus l'équilibre? Tout le monde va crisper les 5 extrémités. Les 2 mains, les 2 pieds et la tête. Ce qui fait qu'à ce moment-là, je me dis, putain, pourvu que je me casse pas la gueule, alors que je ne peux plus être complètement dans une intention de jeu, puisque je suis dans une intention d'essayer de me récupérer. Et on peut me dire, relâche ton poignet, mais je ne vais pas pouvoir le relâcher, en fait, j'essaie juste de ne pas tomber. Voilà, donc on peut voir, on peut tester, on l'explique dans cette formation, le différentiel entre moi dans le mouvement sur le terrain, et puis moi dans ma préférence ou hors de ma préférence à partir des tests qu'on vous propose. Voilà. Mais il est vrai que ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller dans autre chose que ces mouvements. Hein. Je répète, une préférence, c'est adaptable. C'est juste que pour pouvoir vous adapter, il va vous falloir plus d'énergie. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de venir dépenser cette énergie pour m'adapter, ou est-ce que je peux avoir une réaction qui est sur des consignes qui me correspondent mieux et qui, dans un premier temps peut-être, et peut-être de manière durable, va me permettre d'être plus efficace, plus vite. Voilà, ça c'est la question qui est derrière. Je dois m'adapter ou je dois sélectionner plutôt des éléments qui sont déjà des programmes, donc des préférences qui sont en moi, qui me permettent d'être performant rapidement, à supposer que je ne les réalise pas au quotidien dans mon tennis. Voilà. C'est un petit peu long, mais vous m'avez posé plein de questions, je vous en suis fort reconnaissant. Je vous remercie beaucoup, je vous rappelle d'avoir été aussi nombreux. Je vous rappelle que cette formation tennis et préférences motrices, elle est accessible dès maintenant, à prix réduit jusqu'à ce dimanche. Alors dimanche, ça doit être, si je ne me trompe pas, on est le 25, donc ça doit être dimanche 27 novembre, à 290 € à la place de 350, et vous trouverez toutes les compétences pour venir améliorer l'équilibre, donc pour nous, la technique et la prépa physique des joueurs dans le respect de leur manière naturelle de bouger, qu'on appelle les préférences. Merci beaucoup d'avoir été là à cette heure-là et à la prochaine. Au revoir à tous.